Au cœur sauvage du Montana, là où l'hiver peut tuer aussi sûrement qu'un fusil, un jeune homme de 23 ans vivait seul dans la cabane de son grand-père. Samuel connaissait chaque sentier comme d'autres connaissent les rues de leur enfance, chaque murmure du vent dans les pins, chaque cri d'oiseau, chaque silence menaçant avant la tempête. La civilisation, avec son vacarme et ses lumières, n'était plus pour lui qu'un souvenir lointain. Ses journées suivaient un rythme immuable, couper du bois, poser des collets, entretenir son petit potager, réparer les outils usés. Le soir, il s'asseyait sur le vieux perron, une tasse de café fumant entre les mains, regardant le soleil disparaître derrière les pics enneigés. Mais en ce soir d'octobre, alors que les premiers flocons commençaient à tomber, son monde allait basculer. Elle surgit de la lisière des arbres comme une apparition, trébuchant entre les buissons, les vêtements en lambeaux, les mains couvertes de sang séché. Dans ses yeux brillait une peur brute, presque animale. Elle ne se souvenait plus de son nom, ni de ce qui l'avait conduite jusque dans ces montagnes hostiles. Elle voulait seulement échapper à quelque chose ou à quelqu'un avant que la tempête n'éclate. Samuel s'approcha avec prudence, la voix douce, le regard apaisant. Il ignorait que ce simple geste d'humanité ouvrirait la porte à des secrets capables de détruire leur vie. La montagne et l'homme. Samuel connaissait les humeurs de la montagne comme on connaît celles d'un être aimé. À l'aube, elle murmurait entre les pins des mots d'encouragement, une promesse silencieuse de force et de beauté. À midi, elle se faisait compagne, emplissant l'air de bruissement de feuilles et d'échos d'oiseaux. Au crépuscule, elle tombait dans un silence apaisé, troublé parfois par le craquement d'une branche ou le hurlement lointain d'un loup. Mais ce matin-là, tout semblait différent. Il y avait dans l'air une tension électrique, une vibration qui lui hérissait les poils des bras sans qu'il en comprenne la raison. Comme chaque jour, il s'était levé avant le lever du soleil. Sur le porche, la tasse chaude entre les doigts, il contemplait la forêt qui s'éveillait lentement. La cabane, bâtie par son grand-père Thomas Whitehorse en 1967, tenait bon face au temps et aux tempêtes. Chaque poutre, chaque jointure, chaque fissure colmatée à la main racontait l'histoire d'un homme qui savait qu'ici, un toit solide faisait la différence entre la vie et la mort. Thomas avait transporté le bois sur le dos d'une vieille mule, planche après planche, jusqu'à ce replat à plus de 2000 mètres d'altitude. Tout autour, s'étendaient des forêts de sapins de douglas et de pins blancs. À l'ouest, les falaises de granit plongeaient vers la vallée. À l'est, les pentes montaient vers la ligne de partage des eaux, où la neige ne fondait jamais complètement. Dans la poche de sa chemise, Samuel portait toujours le vieux carnet de cuir de son grand-père. Les pages, remplies d'une écriture fine et soignée, détaillaient les saisons, les comportements des animaux, les vents, les orages, les astuces pour survivre là où la nature ne pardonne rien. Sur la première page, Thomas avait écrit: La montagne t'enseignera tout ce que tu dois savoir, mais seulement si tu apprends à écouter avec autre chose que tes oreilles. Après la mort de ses parents dans un accident de voiture, Samuel avait été recueilli par Thomas à l'âge de 14 ans. Son père, fils unique du vieux montagnard, avait préféré la vie citadine, mais il revenait chaque été avec son fils pour quelques semaines. Ces étés avaient planté les graines d'un savoir qui, plus tard, lui sauverait la vie. Lorsque Thomas mourut dans son sommeil pendant une tempête de février, Samuel avait 20 ans. Soudain, il se retrouva seul, héritant non seulement d'une cabane, mais d'un mode de vie exigeant, presque sacré. La première année fut terrible, il manqua mourir gelé en traversant un lac gelé, puis faillit s'asphyxier à cause d'une cheminée mal entretenue. Mais peu à peu, la montagne l'éduqua. Il apprit à prévoir le temps avant que les nuages ne le trahissent, à fumer la viande sans électricité, à cultiver la terre maigre de l'été court, à repérer les traces d'animaux. Ses mains devinrent sûres, ses yeux perçants, son corps taillé pour l'effort. Et quand il croyait enfin avoir trouvé l'équilibre, l'inconnu surgit dans sa vie comme une fracture dans la glace. L'apparition. Ce jour-là, il revenait de Willow Creek, où il vérifiait ses collets. Le vent charriait déjà l'odeur de neige. C'est alors qu'il entendit un bruit qui ne ressemblait à rien de naturel, un fracas maladroit, précipité, trop lourd pour un animal. Il serra son fusil, avançant entre les troncs, prêt à tomber sur un ours blessé ou un élan affolé. Au lieu de cela, il découvrit une jeune femme effondrée contre un pin immense. Son souffle haletait, saccadé. Son manteau, élégant et déchiré, portait encore la trace d'une vie de confort. Du sang perlait à son épaule. Des branches avaient griffé son visage et ses mains. Mais ce furent ses yeux qui le figèrent. De grands yeux pleins de panique, fixés sur la forêt comme si chaque ombre dissimulait un danger. Lorsqu'elle le vit approcher, elle se plaqua contre le tronc, cherchant à disparaître.
s'il vous plaît, murmura-t-elle, la voix brisée par la peur. Ne me faites pas de mal. Samuel abaissa lentement son arme et leva les mains. Son grand-père lui avait appris à lire les gens comme on lit les signes du ciel, leur regard, leur posture, les mots qu'ils taisent. Cette femme portait une détresse palpable, ancienne. Quelque chose ou quelqu'un l'avait traquée jusque dans cette solitude. « Je ne vais pas vous faire de mal, dit-il doucement. Je m'appelle Samuel. J'habite tout près d'ici. » Elle le fixa longuement, cherchant dans son visage une preuve de sincérité. Puis ses épaules se relâchèrent à peine. Je ne sais plus, balbutia-t-elle en touchant son front. Je ne me souviens pas comment je suis arrivé là. Dans sa main crispée, il remarqua un médaillon d'argent au bout d'une chaîne brisée, taché de sang séché. Quand elle vit qu'il le regardait, elle le serra aussitôt contre sa poitrine. Les premiers flocons tombaient déjà. Le refuge. La neige redoublait lorsqu'ils atteignirent la cabane. La femme avançait péniblement, comme si chaque pas la tirait d'un rêve douloureux. Son souffle formait des nuages de vapeur dans l'air glacé. Samuel marchait à ses côtés, prêt à la retenir si elle fléchissait, mais laissant toujours une distance respectueuse pour ne pas raviver sa peur. À peine entrée, elle s'effondra sur la chaise la plus proche de la porte, comme si elle voulait s'assurer qu'une échappée restait possible. Samuel alluma les lampes à huile, dont la lumière vacillante dansait sur les murs de bois. Puis il ranima les braises du foyer, ajoutant des bûches jusqu'à ce qu'un feu clair crépite. Pendant qu'il nourrissait les flammes, il observait la jeune femme, sa manière de serrer les bras autour d'elle, le regard vide des gens qui ont vu trop d'horreur. Quand il se retourna, elle contemplait son manteau déchiré, l'air perdu. Le tissu, luxueux et taché, jurait au milieu de l'austérité du lieu comme une fleur rare poussée dans la neige. « Ce manteau, il n'est pas à moi », murmura-t-elle soudain, avant d'hésiter. « Enfin, je ne crois pas. » Samuel lui tendit une tasse de café brûlant. « Vous souvenez-vous de votre nom ?» Elle ferma les yeux, porta ses doigts à ses tempes. « Sarah. »« Non, Suzanne. » Je crois entendre quelqu'un m'appeler ainsi, mais, la voix est en colère. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, emplis de panique. « Pourquoi je n'arrive pas à me souvenir ?» Doucement, dit Samuel avec bienveillance. « Parfois, la mémoire se protège. Elle efface ce qui nous blesserait trop si on s'en souvenait. » Elle serra la tasse entre ses mains tremblantes, comme pour y puiser du courage. « On dirait que vous en savez quelque chose, » murmura-t-elle. « Mon grand-père disait que la mémoire et la douleur marchent côte à côte. Parfois, il faut laisser l'une s'éloigner pour survivre à l'autre. » Le café sembla la ramener peu à peu au présent. Son regard parcourut la pièce, les meubles taillés à la main, les bocaux remplis de légumes, les fusils accrochés au-dessus de la cheminée. « Vous vivez vraiment ici, seul ?» « Depuis 9 ans, répondit-il simplement. « J'ai hérité de cet endroit. Pas d'électricité, pas de téléphone. Mais la montagne donne tout ce dont on a besoin. » Elle hocha la tête lentement, fascinée. Dans ses yeux passait tour à tour la peur, l'incrédulité et une étrange pénécente. Peut-être venait-elle de comprendre qu'elle avait trouvé, au moins pour une nuit, un refuge. Une tempête et 2 âmes. Dehors, la neige tombait drue, ensevelissant le monde sous un manteau blanc. À l'intérieur, le feu projetait sur les murs des ombres dansantes, mêlant leurs 2 silhouettes comme si la montagne, témoin silencieuse, scellait entre eux un pacte. Samuel, accoutumé à la solitude, sentait dans la présence fragile de cette femme quelque chose d'inattendu, un écho à sa propre détresse, longtemps enfouie sous les années de silence et d'endurance. Elle, de son côté, semblait chercher dans ce regard calme une encre dans le chaos de sa mémoire brisée. Ni l'un ni l'autre ne le savait encore, mais cette rencontre, née du froid et du hasard, allait réveiller des vérités que la neige seule ne pourrait ensevelir. Dans la lumière vacillante du feu, elle étudiait le visage de Samuel comme si elle cherchait à comprendre comment un homme pouvait choisir une existence si isolée. « Tu n'as jamais peur de la solitude ?» demanda-t-elle doucement. Samuel réfléchit un instant, ajoutant quelques bûches plus épaisses dans l'âtre avant de répondre. « La solitude vient de la déconnexion avec ceux qui comptent vraiment. Ici, sur la montagne, je me sens relié à quelque chose de plus grand que moi. Et les gens? La conversation, la compagnie? Tu n'en as jamais besoin. » Un mince sourire se dessina sur ses lèvres. « J'ai tout cela, quand j'en ai besoin. » Il expliqua qu'à une 15aine de milles en contrebas, se trouvait un petit poste de commerce tenu par Pete Williams, un vieil homme bourru mais bienveillant, et par sa femme Martha,
qui faisait la meilleure tarte aux pommes de Trois-Comtés. Les gens compliquent les choses inutilement, conclut-il simplement. Elle but une gorgée de café, le regard plein d'une curiosité croissante. Quel âge as-tu ? 23 ans. Tu parles comme quelqu'un de beaucoup plus vieux. Samuel esquissa un sourire tranquille. Vivre ici t'use à certains égards, mais te garde jeune à d'autres. On apprend vite ce qui est essentiel quand ta survie dépend de tes choix. Un fracas soudain fit sursauter la jeune femme, sa tasse lui échappa des mains et se brisa sur le plancher. Elle se leva d'un bond, le souffle court, les yeux emplis de panique. Samuel se précipita vers la fenêtre, scrutant la forêt qui s'assombrissait. Ce n'est rien, dit-il après un instant. Une branche morte est tombée sous le poids de la neige. Mais lorsqu'il se retourna, elle était adossée au mur du fond, tremblante, ses mains crispées contre sa poitrine. Ce n'est qu'une branche, murmura-t-il, mais elle ne semblait pas l'entendre. Son souffle devint saccadé, ses yeux fixés sur un souvenir invisible. Il vient, chuchota-t-elle. Il me retrouve toujours. Toujours. Samuel s'approcha avec la lenteur d'un homme qui tenterait d'apprivoiser un animal blessé. Qui ça ? Qui te cherche ? Je ne me souviens plus de son visage, mais je me souviens de la peur. De sa façon de me regarder, comme si j'étais une chose qui lui appartenait. Ses jambes cédèrent, et elle glissa le long du mur jusqu'à s'asseoir au sol, les genoux ramenés contre sa poitrine. Un petit médaillon d'argent tomba de sa poche, sa chaîne brisée scintillant à la lueur du feu. Samuel s'accroupit et le prit délicatement entre ses doigts. Les gravures étaient fines, ouvragées, le travail d'un artisan. Il a dû coûter cher. Puis-je, demanda-t-il en désignant le bijou. Elle hocha la tête, hésitante. À l'intérieur, une photo abîmée par l'eau montrait un homme et une femme en tenue de cérémonie. Le sourire de la femme semblait contraint, même à travers les taches d'humidité. C'est peut-être toi, murmura Samuel. Elle contempla l'image, les larmes au bord des yeux. Je me souviens de la robe, de la soie bleue. C'était comme porter un déguisement. Sa voix se brisa. Une robe de mariée. Samuel sentit un froid lui traverser la poitrine. Tout s'assemblait, un mariage riche, la peur d'un mari violent, une fuite désespérée dans un monde qu'elle ne connaissait pas. Quelqu'un la chassait, et elle avait fui si loin, si vite, qu'elle avait frôlé la mort en cherchant la liberté. Dehors, le vent se mit à hurler contre les vitres, la tempête s'intensifiait. Ils allaient être coincés dans cette cabane plusieurs jours. Samuel regarda la jeune femme recroquevillée sur son plancher et sentit quelque chose se transformer en lui. Elle avait besoin de protection, et il était sans doute le seul dans un rayon de 50 000 capable de la lui offrir. « Quel est ton dernier souvenir clair ?» demanda-t-il doucement. Les jours suivants, Samuel la vit lentement sortir de sa coquille de terreur. La tempête les avait effectivement isolés, mais cette proximité forcée semblait la rassurer plutôt que l'inquiéter. Peut-être parce que, pour la première fois, personne ne pouvait l'atteindre. Le monde extérieur était enseveli sous la neige et le vent, et dans ce cocon de bois et de chaleur, elle retrouvait un semblant de sécurité. Il lui avait offert la chambre de son grand-père, la plus petite des deux. Il avait changé les draps, ajouté des couvertures épaisses. La première nuit, il l'entendit pleurer doucement à travers la cloison. La deuxième, les sanglots se transformèrent en sommeil agité. Et au matin du troisième jour, elle apparut dans l'embrasure de la porte, les traits moins tendus, presque apaisés. « Je devrais t'aider » dit-elle timidement en le regardant préparer le petit déjeuner sur le vieux poêle. « Je ne peux pas rester là à te regarder tout faire. » Samuel baissa les yeux vers ses mains fines, trop soignées pour avoir connu la rudesse du travail. « Tu récupères encore. Le repos fait partie de la guérison. Je me sens inutile. » Se sentir inutile et l'être vraiment, ce n'est pas la même chose, répondit-il. Mais si tu veux aider, il y a toujours quelque chose à faire ici. Il lui montra comment alimenter le feu, lui expliquant la différence entre les bois durs, qui brûlent longtemps, et les bois tendres, qui s'enflamment vite. Ses premiers essais furent maladroits, mais elle écoutait avec attention, posait des questions, observait ses gestes. Et lorsque, d'un souffle patient, elle parvint à ranimer une braise mourante, son visage s'illumina d'un sourire vrai, presque enfantin. « J'ai réussi !» s'exclama-t-elle, stupéfaite. « Le feu, c'est la vie », répondit Samuel avec gravité. Mon grand-père disait toujours, celui qui sait créer le feu ne sera jamais sans ressources. Les jours suivants,
il lui enseigna d'autres gestes essentiels, pomper l'eau du puits, briser le mécanisme gelé, reconnaître les conserves les plus nutritives, lire les signes du ciel pour prévoir les changements de temps. Elle apprenait vite, absorbant chaque leçon comme si sa survie en dépendait. Sa peur se transformait peu à peu en détermination, chaque compétence nouvelle semblait lui rendre un morceau de sa dignité perdue. Quand elle réussit à préparer seule un repas à partir des réserves du cellier, elle rayonnait d'une fierté nouvelle. « Je n'ai jamais cuisiné à partir de rien », avoua-t-elle en le regardant goûter la soupe encore fumante. « On avait toujours quelqu'un pour ça. » Elle s'interrompit, confuse. J'ai dit « on », n'est-ce pas? Je ne sais même pas pourquoi. Le souvenir est là, mais comme derrière un voile. Samuel, qui taillait un morceau d'érable avec le vieux couteau de son grand-père, leva à peine les yeux. Ses mains travaillaient avec une précision silencieuse. « Que fabriques-tu » demanda-t-elle. « Une tasse. » Les tasses en faïence sont trop lourdes pour quelqu'un encore faible. Celle-ci sera plus légère. Elle observa ses doigts tracés dans le bois des courbes harmonieuses, comme s'ils libéraient la forme cachée dans la matière. « Comment as-tu appris ça ? » Mon grand-père me l'a enseigné. Il disait que le bois apprend la patience. Même mort, un arbre continue de servir si on le traite avec respect. Elle sourit doucement. Il devait être un homme sage. Il l'était. 50 ans passés à vivre en harmonie avec cette montagne. Tout ce que je sais, c'est de lui que je le tiens. Et, il n'a jamais souffert de la solitude ? Samuel s'arrêta un instant, le couteau suspendu au-dessus du bois. Il n'a pas toujours vécu seul. Ma grand-mère était ici aussi, jusqu'à sa mort. J'avais 12 ans. Après ça, oui, je crois qu'il s'est senti seul parfois. Il leva les yeux vers la fenêtre où la neige tombait en silence. Mais il disait toujours que la solitude et l'isolement ne sont pas la même chose. La solitude, c'est un choix qui apporte la paix. L'isolement, c'est ce qui arrive quand tu perds le lien avec le monde autour de toi. La jeune femme resta un long moment silencieuse, observant la danse des flammes. Dans le reflet du feu, Samuel voyait peu à peu la peur quitter ses yeux, remplacée par une lueur nouvelle, celle d'une âme qui recommence à croire qu'elle peut encore appartenir à quelque chose, à la vie, à la terre, peut-être même à elle-même. Et dans ce refuge battu par le vent, tandis que la neige ensevelissait le monde extérieur, une étrange paix s'installa entre eux, fragile, mais réelle, comme une braise qu'on protège au creux des mains pour qu'elle devienne flamme. Dans le silence enveloppant de la montagne, la lueur du feu dansait sur les murs de rondins, projetant des ombres mouvantes autour d'eux. Grace leva les yeux vers Samuel, le regard empreint d'une curiosité tranquille. « Et toi, quel genre d'homme es-tu » demanda-t-elle d'une voix douce. « Solitaire, ou de ceux qui cherchent la compagnie ?» Samuel réfléchit un instant, ajoutant un nouveau morceau de bois au feu qui crépita doucement. « Je suis surtout solitaire, » répondit-il. « Mais ta présence m'a fait comprendre à quel point la conversation m'avait manqué. » Elle sourit, et ce simple geste sembla transformer son visage. La dureté des jours passés s'effaça, remplacée par une lumière intérieure. « J'aime te parler » confia-t-elle. « Tu écoutes autrement que les autres. »« Autrement » commenta-t-il, intrigué. « Oui, comme si tu entendais plus que mes mots. Comme si tu essayais de comprendre ce que je veux dire, pas seulement ce que je dis. » Samuel fit tourner la tasse de bois entre ses mains, testant la douceur du rebord sous son pouce. La lumière du feu révélait la patine chaude du bois, polie avec soin. « C'est mon grand-père qui m'a appris ça » dit-il avec un sourire tendre. Il disait, la plupart des gens n'écoutent que le temps nécessaire pour préparer leur réponse. Écouter vraiment, c'est faire silence en soi pour entendre ce dont l'autre a réellement besoin. Grace leva les yeux vers lui, pensive. « Et que crois-tu que j'ai besoin ?» Il s'arrêta, leva lentement la tête et planta son regard dans le sien. « De sécurité. De temps pour guérir. Et peut-être de la chance de découvrir qui tu es vraiment quand tu n'as plus peur. » Elle resta un long moment silencieuse, traçant de petits cercles sur la table avec sa tasse. « Je ne crois pas m'être jamais sentie en sécurité, » murmura-t-elle. « Pas vraiment. Même enfant, j'avais toujours cette impression que quelque chose de terrible m'attendait, quelque part. »« Tu es en sécurité ici, » répondit Samuel simplement. « Comment peux-tu en être si sûr ? » « Parce que je ne laisserai personne te faire du mal. » Les mots tombèrent entre eux comme une promesse, lourds et sincères. Samuel reprit son ouvrage, les joues légèrement colorées par la pudeur.
Grace l'observa en silence, la mâchoire ferme, les gestes précis, cette assurance tranquille dans ses mouvements sans aucune trace de cette agressivité qu'elle avait trop souvent connue chez les hommes. Quand il eut fini, il lui tendit la tasse sans cérémonie. Le bois était d'une douceur soyeuse, parfaitement équilibré, et se réchauffait vite entre ses doigts. « Elle est magnifique, souffla-t-elle. Elle est à toi, répondit-il simplement. Les neiges lourdes de décembre finirent par les isoler complètement. Samuel connaissait la solitude, mais jamais il ne l'avait partagée. La présence de Grace emplissait la cabane d'une énergie nouvelle. Elle avait choisi de s'appeler ainsi Grace, avouant pourtant que ce nom lui semblait emprunté, plus choisi que retrouvé. « C'est ce que je veux devenir, expliqua-t-elle un soir, blottie près du feu. Gracieuse. Bienveillante. Quelqu'un qui traverse le monde sans blesser. Tu ne blesses personne, répondit Samuel en levant les yeux du vieux fusil qu'il nettoyait méthodiquement. Le Winchester de son grand-père reposait démonté sur la table, chaque pièce soigneusement huilée. Tu ne sais pas ce que j'ai fait, murmura-t-elle. Ni ce que j'aurais pu faire avant d'arriver ici. Je sais qui tu es maintenant. C'est tout ce qui compte. Elle le regardait, fascinée par sa dextérité, par la manière respectueuse dont il manipulait l'arme. Rien à voir avec la désinvolture violente de ceux qu'elle avait connus. Mon grand-père disait qu'un fusil est un outil, expliqua Samuel. Comme une hache ou une scie. Il sert à nourrir, à protéger, mais seulement si on le traite avec respect. Un homme qui ne respecte pas ses armes est dangereux pour tout le monde. As-tu déjà dû t'en servir contre quelqu'un, demanda-t-elle doucement. Samuel suspendit un instant ses gestes. Non. Mais je le ferais si quelqu'un menaçait ce qui m'est cher. Ces mots planèrent un instant, pleins d'une gravité silencieuse. Grace sentit au fond d'elle qu'elle faisait désormais partie de ce qu'il voulait protéger. Cette idée l'émut autant qu'elle la troubla. Elle n'avait jamais connu une protection dénuée de chantage, libre de toute exigence. « Parle-moi de ton grand-père » demanda-t-elle en se versant du thé de pain dans sa tasse de bois. Le visage de Samuel s'adoucit aussitôt. C'était l'homme le plus fort que j'ai jamais connu, mais pas de cette force qu'on mesure aux muscles. Il avait cette paix intérieure, une solidité tranquille. Je l'ai vu se remettre la jambe après une chute de cheval, et pendant qu'il me demandait de l'aider, il me parlait comme si de rien n'était. Quel âge avais-tu ? 16 ans. Assez vieux pour paniquer, mais assez jeune pour apprendre. Il m'a gardé calme simplement en restant calme lui-même. Grace essaya d'imaginer ce genre de présence dans son enfance. Son propre père avait été absent plus souvent qu'à la maison et quand il y était, la tension pesait sur chaque respiration. Il devait aimer profondément, souffla-t-elle. Oui, répondit Samuel avec un sourire mélancolique. Mais il m'a aussi appris qu'il fallait mériter cet amour. Pas de passe-droit, pas d'excuses. Il disait toujours que l'amour sans exigence n'est pas de l'amour, juste de la sentimentalité. Dehors, le vent hurla soudain avec une force nouvelle, faisant vibrer les vitres et soulevant des tourbillons de neige qui s'écrasaient contre la porte. Grace observait les rafales, à force de vivre ici, elle avait appris à lire la montagne. « Cette tempête va durer, dit-elle. 2 jours, peut-être 3. Je ne m'inquiète pas, répondit Samuel. Mon grand-père prévoyait toujours le pire. On a de quoi tenir 6 mois, nourriture, bois, tout ce qu'il faut. Il eut un léger sourire. Il croyait que la montagne t'enverrait toujours ce dont tu avais besoin, mais parfois, ce que tu reçois ne ressemble pas à ce que tu attendais. Grace sentit la chaleur lui monter aux joues. Alors, je suis ce dont tu avais besoin, demanda-t-elle doucement. Samuel ne répondit pas tout de suite. Il termina de remonter le fusil, le posa contre le mur, puis se tourna vers elle. Je ne savais pas que j'avais besoin de quoi que ce soit, avant que tu arrives. Je croyais être complet ici, seul. Mais ces dernières semaines m'ont montré tout ce qui me manquait. Et qu'est-ce qui te manquait ? Un but qui dépasse la survie. Quelqu'un avec qui partager les petits moments qui donnent un sens à tout ça. Le plaisir d'enseigner ce que j'ai appris. Grace hocha lentement la tête. Et moi, qu'est-ce qu'il me manquait ? Le feu projetait sur son visage une lumière dorée, douce. Samuel la contempla longuement avant de répondre. La paix, je crois. Le droit d'exister sans peur. La permission d'être toi, sans avoir à jouer un rôle pour plaire à quelqu'un. Grace posa sa tasse, se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Dehors, la neige tombait en silence sous la lueur vacillante de la lampe.
J'ai parfois des éclats de mémoire, dit-elle. Des morceaux d'une vie où tout ce que je faisais était observé, jugé. Où ma valeur dépendait de ma capacité à satisfaire quelqu'un dont l'approbation ne venait jamais. Ce n'est pas une vie, répondit Samuel doucement. C'est une prison. Elle se retourna, un sourire fragile aux lèvres. Mais je ne suis plus en prison, n'est-ce pas? Non. Tu es libre. Ces mots résonnèrent en elle comme un écho longtemps attendu. Libre. Elle n'avait jamais osé penser ce mot, encore moins le ressentir. Toute son existence avait été une succession de règles, d'attentes, de peurs. Et qu'est-ce qu'on fait, de la liberté, demanda-t-elle presque dans un souffle. Samuel haussa légèrement les épaules. Tout ce qu'on veut. C'est ça, la liberté. Elle revint s'asseoir, ramenant ses genoux contre sa poitrine, ses bras autour d'eux. Ce geste d'enfance la rendait vulnérable, presque fragile. Je choisis de rester ici, dit-elle après un moment. Pour l'instant. Si tu veux bien de moi. Samuel répondit sans hésiter. J'aimerais ça, beaucoup. Dehors, la tempête rugissait, déchaînée. Mais à l'intérieur de la cabane, quelque chose de doux, de fragile et de vrai prenait racine, une chaleur nouvelle, née du feu, du silence partagé et d'un commencement que ni l'un ni l'autre n'avait prévu. La photographie glissa hors des pages du Walden de son grand-père comme une feuille qui se détache d'un arbre en automne. Grace rangeait la bibliothèque, un rituel qu'elle s'était inventé pour se sentir utile pendant les longues journées d'hiver. Elle aimait sentir le bois des étagères sous ses doigts, écouter le faible grincement des reliures. Lorsque le petit volume s'inclina et laissa choir son secret, elle se pencha instinctivement pour le ramasser puis resta figée, le souffle coupé. L'image était d'une clarté douloureuse, bien différente de la photographie abîmée nichée dans son médaillon. Quelqu'un avait pris le soin de l'éclairer comme en studio, chaque pli de tissu, chaque reflet semblait intentionnellement capturé. Une femme en robe d'un vert émeraude somptueux posait aux côtés d'un homme en smoking coûteux. Le sourire de la femme avait ce côté peint, presque immobile, et pourtant ses yeux portaient la même expression enfermée que Grace avait aperçue dans certains miroirs de ses souvenirs éclatés à un mélange de fatigue et de résignation, comme une lumière qui a été laissée allumée trop longtemps. Samuel. Sa voix sortit, étrangement plate, comme si les mots venaient d'un autre temps. Il sortit de la cuisine, où il préparait le déjeuner, s'approcha et s'agenouilla à ses côtés. À la vue de la photographie, son visage se ferma. « D'où ça vient ?» demanda-t-il. « Du livre de ton grand-père. » C'était caché à l'intérieur. Les mains de Grace tremblaient en serrant le papier lui paraissait à la fois banal et porteur d'une bombe. « C'est moi, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, comme si prononcer la phrase pourrait la transformer en une vérité moins cruelle. « Et lui ?» demanda Samuel en levant les yeux. L'homme sur la photo imposait sa présence d'un seul regard, allure impeccable, geste de possession. Sa main qui retenait la taille de la femme n'était pas une caresse, mais une prise. Son sourire n'exprimait rien de chaleureux, il était calculé, une menace déguisée en convenance. « Tu t'en souviens maintenant ?» ajouta Samuel avec douceur, craignant la puissance des souvenirs qu'il réveillait. La terreur monta dans le regard de Grace comme une marée. « Richard ?» Le nom claqua entre eux, petit et terrible à la fois. Richard Blackwood? Les images revenaient avec la violence d'une eau qui brise une digue, une cour effrénée, une cour comme une tempête qui m'entraînait, pensa-t-elle. Le mariage fastueux qui ressemblait plus à la signature d'un contrat qu'à une fête d'amour. La lente révélation d'avoir été transformé en propriété plutôt qu'en partenaire. Il possède la moitié des exploitations minières de 3 États, susurra-t-elle, comme si prononcer les mots faisait apparaître des lignes sur la carte du monde. Du pétrole, du gaz, des forêts. On dit tous qu'il est un homme d'affaires brillant, mais moi j'ai vu comment il traitait ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Des employés qu'il écrasait s'il faisait trop d'ombre, des fournisseurs qu'il ruinait s'ils n'étaient pas à la hauteur. Son regard se fit lointain, plein d'images d'humiliation quotidienne, d'ordre si subtil et constant qu'il finissait par remodeler l'âme. Samuel scruta le visage de l'homme sur la photo comme il le ferait d'un animal dangereux avec cette attention méticuleuse que la vie en montagne lui avait apprise. Comment était-il comme mari, demanda-t-il, la voix basse, soucieuse. Grace rit, mais sans joie. Contrôlant n'est pas un mot assez fort. Il choisissait mes vêtements, mes amis, même la manière dont je passais chaque minute de chaque jour. Si je souriais trop à un serveur, c'était de la séduction. Si je n'étais pas assez souriante avec ses associés, j'étais impolie. Rien de ce que je faisais n'était jamais juste.
Elle effleura le bord de la photographie comme on touche une peau brûlante après qu'on l'ait retirée du feu. « Comment t'es-tu échappé » demanda Samuel, la question simple et affolée d'un homme qui ne tolère pas qu'on blesse ceux qu'il protège. Il y avait un gala caritatif. J'y travaillais depuis des mois, une des seules choses qu'il me laissait organiser. Pendant la soirée, j'ai entendu une conversation, une de ces phrases qui te vrillent le cœur. Il disait à l'un de ses hommes de confiance de me faire suivre, et il parlait des caméras qu'il avait fait installer dans notre chambre, sans que je le sache. J'ai compris que j'étais dans une prison magnifique, et que les murs se refermaient. Elle frissonna, la mémoire ravivant les détails comme la morsure d'un froid ancien. Samuel serra la mâchoire. La pensée qu'un homme puisse posséder Grace comme un objet fit resserrer ses poings. Alors tu t'es enfui? J'ai pris de l'argent dans son coffre, une voiture, puis je suis parti aussi loin que possible avant d'abandonner le véhicule. Ensuite, je suis monté dans la montagne, espérant disparaître le temps de comprendre ce que j'allais faire. Elle posa la main sur son front, là où une cicatrice légère, souvenir d'une chute ou d'un coup, marquait sa peau. Je n'étais pas préparé à survivre en pleine nature. Trauma, épuisement, hypothermie, mon esprit a effacé pour me protéger. Mais voir sa photo réveille tout, avoua-t-elle, la voix étranglée. Il ne cessera pas de me chercher. Les hommes comme Richard n'acceptent pas de perdre ce qu'ils considèrent comme leur propriété. Ses yeux imploraient. Samuel prit la photo entre ses doigts et la contempla encore. Il y avait, au-delà de l'arrogance ostentatoire, une froideur qui parlait d'une cruauté réfléchie, de décisions prises sans remords. « Depuis combien de temps es-tu porté disparu » demanda-t-il. Le gala était début octobre. Ça fait presque 3 mois. Le temps semblait irréel, long pour une femme traquée, presque dérisoire pour un homme qui pouvait déployer des moyens. 3 mois, et Richard a des ressources. Il a des contacts partout aux forces de l'ordre, détectives privés, politiciens. Il peut transformer ma disparition en n'importe quelle histoire utile à ses intérêts. Samuel se leva et alla se placer près de la cheminée, tenant toujours la photographie. Les flammes crépitaient, projetant des ombres qui dansaient sur le bois. « Il ne t'atteindra pas ici, dit-il doucement. Ce lieu n'existe pas sur les cartes officielles. La route la plus proche est à 15 miles. » Grace secoua la tête, terrorisée. « Tu ne comprends pas. Il a des hélicoptères, des spécialistes du traçage, des contacts militaires. S'il est déterminé, il finira par trouver cet endroit. » Samuel revint vers elle, la détermination gravée sur le visage. « Alors nous serons prêts. Tu n'affrontes plus ça seul, Grace. Quoi qu'il soit, d'où qu'il vienne, il ne te ramènera pas à cette vie. » Ces mots étaient prononcés avec la lenteur d'un serment. Les larmes que Grace avait retenues pendant des mois roulèrent enfin, libératrices. « Pourquoi risquerais-tu tout pour quelqu'un que tu connais à peine » demanda-t-elle, la voix pleine d'un étonnement stupéfié. Samuel s'agenouilla, prit ses mains calleuses et les serra autour des siennes, comme pour leur transmettre force et promesse. « Parce que je sais. Je sais que tu es bonne, intelligente, plus forte que tu ne le crois. Je sais que tu ris à mes pires blagues et que tu pleures quand tu penses que personne ne regarde. Je sais que tu mérites de vivre sans peur. » Il marqua une pause, ses yeux capturant les siens dans un silence lourd d'émotion. « Et parce que je t'aime. » Les mots flottèrent dans la pièce comme une brume matinale, fragile et précieux. Grace avait déjà entendu des hommes prononcer ce mot toujours assorti de conditions, de calculs, d'attentes. Mais ceux-ci tombaient sans fondement, comme des décorations vides. « Tu m'aimes » répéta-t-elle, incrédule. Samuel hocha la tête, ferme. « Je t'aime, pas la femme que tu étais ni celle que l'on veut que tu deviennes. Je t'aime pour celle que tu es maintenant, assise sur le plancher de ma cabane, le visage mouillé de larmes, le cœur plein de courage. » Elle se pencha alors, et l'embrassa avec une intensité qui mêlait sel et espoir, un baiser où se pressa la promesse d'un avenir qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Le printemps arriva plus tôt que d'habitude cette année-là, la neige qui les avait protégés jusque-là se mit à fondre en ruisseaux vifs qui descendaient la montagne, menaçant de relier le Havre aux routes et au monde où l'influence de Richard Blackwood s'étendait. Samuel observait Grace depuis la véranda pendant qu'elle s'exerçait au fusil .22 qu'il lui avait donné pour apprendre. Ses mains, autrefois hésitantes, étaient devenues régulières, d'un tir maladroit vers une boîte vide, elle était passée à des impacts constants à 50 yards. Surtout, la flamme de la peur qui autrefois attachait l'arme à la violence s'était éteinte, les armes étaient devenues outils, moyens de survie et de protection. « Souviens-toi » appela Samuel, « inspire, laisse sortir la moitié de l'air,
puis presse doucement. Elle corrigea sa posture, visa, et le coup fit teinter la boîte métallique d'un son net et satisfaisant. Son sourire illumina son visage d'une manière nouvelle, un sourire qui n'avait plus l'ombre de la contrainte. « Je m'améliore, dit-elle. »« Tu deviens dangereuse, » répondit Samuel en approuvant d'un sourire. « C'est le but. » Depuis un mois, il lui avait enseigné tout ce que son grand-père lui avait transmis, stratégie défensive, déplacement silencieux dans la forêt dense, création de fausses pistes pour tromper les poursuivants, repérage d'abris et cache d'approvisionnement d'urgence. Le plus important, penser comme quelqu'un dont la survie dépend d'anticiper et de déjouer un adversaire mieux équipé. Grace s'était jetée dans l'entraînement avec une intensité presque fébrile. Chaque leçon était abordée comme si sa vie en dépendait parce qu'en réalité, elle en dépendait peut-être. Elle reposa le fusil, les yeux brillants d'une concentration nouvelle. « Montre-moi encore les provisions d'urgence, » dit-elle, la voix ferme. Ensemble, ils vérifièrent les rations, révisèrent les caches, et murmurèrent des plans, comme des artisans préparant une défense. Le monde extérieur pouvait bien se refermer autour d'eux, à l'intérieur de cette cabane, entre deux personnes étrangères l'une à l'autre quelques saisons plus tôt, une alliance se forçait, simple et entière, la promesse de ne plus jamais laisser tomber celle que l'on aime. Au cœur de la forêt, à une 50aine de mètres de la cabane, Samuel conduisit Grace vers un endroit qui semblait au hasard choisi parmi les arbres. Mais chaque geste de l'homme révélait une précision silencieuse. Il écarta un tas soigneusement disposé de branches mortes, dévoilant une boîte métallique enterrée dans la terre humide. Lorsqu'il en souleva le couvercle, l'intérieur révélait un monde condensé de survie, 3 jours de provisions, un couteau de chasse, quelques cartouches, des pansements, un petit kit médical et plusieurs cartes détaillant les routes d'évasion que son grand-père avait tracées des décennies plus tôt. « Il y en a 6 comme celle-ci, » expliqua Samuel calmement. Toutes dissimulées dans un rayon d'1 mile autour de la cabane. Chaque cache est marquée par 2 branches croisées. Rien d'anormal pour un œil distrait, mais si tu sais ce que tu cherches, tu les reconnaîtras. Grace mémorisa chaque détail avec la précision méthodique qu'elle appliquait désormais à tout. C'était devenu pour elle une manière de reprendre un semblant de contrôle. « Et s'ils viennent avec des chiens » demanda-t-elle, la voix tendue. « Le lit du ruisseau brouillera les odeurs » répondit Samuel. « L'eau est glacée à cette saison, les bêtes de poursuite ne tiendront pas longtemps. » Et les hélicoptères ? La canopée est trop dense pour une vision claire. Et plus haut dans la montagne, il y a des cavernes où même l'infrarouge ne pénètre pas. Ils avaient eu cette conversation des dizaines de fois. Pour Grace, la répétition n'était pas une faiblesse, mais une forme de talisman, planifié, répété, anticipé, tout ce qui pouvait lui donner l'illusion d'un monde encore maîtrisable. Samuel la regardait noter mentalement chaque élément, chaque issue. La femme apeurée qu'il avait découverte des semaines plus tôt dans la forêt s'était changée en une créature d'une intensité nouvelle, plus dure, plus vive, plus lucide. Il regretta un instant la douceur fragile qu'elle avait autrefois, mais il savait que cette métamorphose était le prix de la survie. « Richard Blackwood n'enverra pas des gentlemen pour retrouver son épouse disparue, » dit-il sombrement. « Il faut qu'on parle d'autre chose. »« De quoi ? » ?»« De ton mariage. » Grace s'immobilisa, comme frappée en plein mouvement. « Quoi, le mariage ? Tant que tu es légalement marié à lui, il peut revendiquer certains droits sur toi. » Elle soupira, lasse. « Je sais. J'y ai déjà pensé. Mais pour changer mon statut, il faudrait des papiers que je n'ai plus. Acte de naissance, numéro de sécurité sociale, preuve d'identité, tout a disparu. » Elle se laissa tomber sur un tronc moussu. L'épuisement semblait lui tomber dessus d'un coup. « Je ne sais même plus si Grace est encore mon vrai nom, » murmura-t-elle. « Je suis née Catherine Walsh. Je suis devenue Catherine Blackwood quand je l'ai épousée. » Samuel s'assit à côté d'elle, leurs épaules se touchant. « Et maintenant, qui veux-tu être ? » Grace. Juste Grace. Une femme libre, sans le nom ni la permission d'aucun homme. Il acquiesça lentement. « Alors c'est ainsi qu'on t'appellera. On réglera les complications légales plus tard. Et si ce n'est pas possible, tu resteras Grace quand même. Les noms ne sont que des mots. Ce qui compte, c'est qui tu es à l'intérieur. » Elle appuya la tête contre son épaule, puis souffla. « Je t'aime pour dire ça. Mais la loi se moque bien de la philosophie. »« Peut-être, » répondit-il, « mais la loi ne nous atteindra pas ici. Pas si nous refusons de la laisser entrer. » Elle le regarda longuement,
scrutant le profil de son visage marqué par le vent et la solitude. Tu serais prêt à vivre en hors-la-loi? Je serais prêt à vivre de n'importe quelle manière, du moment que tu restes en sécurité et libre. Le poids de cette promesse tomba sur eux comme une couverture chaude. Grace sentit, pour la première fois de sa vie, un amour sans condition, ni dette, ni contrainte, ni peur. Samuel lui offrait une protection qui ne demandait rien en retour, sinon la possibilité de partager la route. « Je dois te dire quelque chose, murmura-t-elle. Quoi donc? Avant que tu me trouves, j'étais venu ici pour mourir. Je croyais que disparaître totalement était la seule façon d'échapper à Richard. » Samuel passa un bras autour d'elle, l'attirant doucement contre lui. « Et maintenant? Maintenant, je veux vivre. Vraiment vivre, pas seulement survivre. Mais parfois, j'ai peur que désirer le bonheur soit une forme d'égoïsme. » Il la regarda droit dans les yeux. « Grace, tu mérites le bonheur. Tu mérites un amour qui ne blesse pas. Tu mérites une vie où tes choix comptent, même quand ils sont risqués. Surtout quand ils le sont. La liberté sans le droit de se mettre en danger n'est qu'une cage plus grande. » Elle voulut répondre, mais un bruit lointain coupa sa respiration, un battement régulier, mécanique. Le son d'un hélicoptère. Les deux se figèrent. Le vent portait jusqu'à eux la rumeur métallique du moteur, ce bourdonnement implacable qui montait, descendait, traçait des cercles invisibles au-dessus de la vallée. « Il nous a trouvés » souffla Grace. Samuel se leva, les traits fermés mais calmes. « Non. Il a trouvé cette partie de la montagne. Ce n'est pas la même chose. » Le vrombissement se fit plus proche. L'appareil fit de larges cercles avant de se poser dans la clairière en contrebas. De leur cache dans les arbres, Samuel et Grace observaient, immobiles. 3 hommes en descendirent. 2 portaient un équipement tactique complet, leurs gestes précis, méthodiques. Le 3e s'avança avec lenteur, réajustant la manche de son costume comme s'il arrivait à un rendez-vous d'affaires. Richard Blackwood. Il paraissait identique à la photographie que Grace avait trouvée dans le vieux livre, mais la réalité ajoutait une dimension qu'aucune image ne pouvait traduire, une autorité glaciale, un charisme prédateur, cette assurance absolue de l'homme qui obtient toujours ce qu'il veut. Ces hommes le suivaient avec la docilité de ceux qui savent le prix d'un échec. La main de Grace chercha instinctivement celle de Samuel. Ses doigts étaient glacés malgré la tiédeur du printemps. « Je pensais être plus forte » murmura-t-elle. « Tu le es » répondit-il. « Tu as fui, tu as survécu, tu as appris à te défendre. Rien de tout cela n'a disparu parce qu'il est là. » À travers la lunette du vieux fusil de son grand-père, Samuel observa les 2 mercenaires. Pas des policiers, des professionnels engagés en dehors de toute légalité. Ce détail glaça son sang plus que la vision de leurs armes. Richard ne cherchait pas la justice. Il voulait le contrôle. « Madame Blackwood » appela la voix forte et assurée de l'homme en costume. « Je sais que vous êtes là. Ces montagnes ne pourront pas vous cacher éternellement. » Grace se plaqua contre le sol, comme si le simple son de sa voix pouvait trahir leur position. « Vous avez causé beaucoup d'inquiétude, Catherine. Votre famille se fait du souci, vos amis sont préoccupés par votre état mental. » Samuel sentit Grace frémir à l'emploi de ce prénom qu'elle rejetait désormais. Le mensonge se déroulait avec la fluidité d'un discours répété, Richard avait tissé sa version des faits, celle d'une épouse instable, victime d'une crise, qu'il venait de secourir. « J'ai amené le docteur Morrison » poursuivit-il, désignant quelqu'un resté dans l'hélicoptère. « Il est prêt à vous aider à traverser cet épisode difficile. » La menace implicite était limpide. Richard voulait la faire passer pour folle, invalider sa parole, la ramener sous tutelle médicale. S'il y parvenait, tout témoignage d'abus serait effacé, relégué à des délires. L'un des hommes armés s'approcha de la cabane, inspectant les alentours. « Traces récentes » lança-t-il. « Des vivres frais, des restes de repas. Quelqu'un s'occupe d'elle. » Richard esquissa un sourire froid. « Trouvez-moi cette bonne âme. J'aimerais avoir une petite conversation avec ce Samaritain. » Samuel sentit la tension lui traverser le corps, mais il resta concentré. D'un geste, il indiqua à Grace de reculer. Ils se faufilèrent entre les troncs, silencieux comme des ombres. Leurs pas épousaient la terre, leur respiration se mêlait au vent. Ils atteignirent la première cache sans être repérés. Samuel souleva le couvercle de métal, vérifia le contenu, referma aussitôt.
Le temps pressait. Ils savaient que leurs poursuivants découvriraient la cabane d'un instant à l'autre et élargiraient leur périmètre de recherche. La forêt, pourtant familière, paraissait différente maintenant, chaque craquement, chaque oiseau envolé pouvait signifier une présence. Le soleil déclinait derrière les cimes, jetant sur eux des raies dorées où la poussière flottait comme une pluie silencieuse. Grace, haletante mais déterminée, se tourna vers Samuel. « S'il me retrouve, ne te fais pas prendre pour moi. Promets-le. » Il secoua la tête. « Je t'ai trouvé une fois, je te retrouverai encore s'il le faut. Mais je ne te laisserai pas retourner en enfer. » Elle voulut protester, mais ses yeux la trahirent. Ce qu'elle voyait dans le regard de Samuel n'était pas une bravade, mais une promesse d'acier, il était prêt à tout pour qu'elle conserve ce qu'elle venait à peine de reconquérir, le droit de respirer librement, de vivre sous son propre nom, de ne plus trembler au son d'une voix. Alors, pour la première fois depuis longtemps, Grace se redressa, essuya la sueur sur son front et fit un signe de tête. Ensemble, ils s'enfoncèrent plus profondément dans la montagne, là où ni la loi, ni l'argent, ni la peur ne pouvaient encore les atteindre. Derrière eux, le grondement de l'hélicoptère reprit, se mêlant au vent comme un avertissement. Mais dans ce bruit lointain, Samuel n'entendait plus la menace. Il n'entendait que la certitude de leur choix, vivre libre, coûte que coûte. Grace se pencha vers Samuel, la voix à peine un souffle. « Nous ne pourrons pas leur échapper indéfiniment. » Samuel, accroupi près du sol, referma la boîte métallique qu'il venait de déterrer sous un amas de branches mortes. « Nous n'avons pas besoin de leur échapper, » répondit-il calmement. « Nous devons les dépasser, les devancer, penser mieux qu'eux. » Son regard scruta les pentes environnantes, évaluant distance, angle et couverture naturelle avec une précision presque militaire. « Ils te croient encore prisonnière de ta peur. Pour eux, tu n'es qu'une victime à secourir. Ils ne s'attendent pas à rencontrer de la résistance. » Grace sentit un frisson la traverser. « Alors, que proposes-tu » Samuel se redressa, les yeux tournés vers la vallée. « Ton mari a engagé un médecin et quelques gardes. Il pense venir sauver une femme épuisée, traumatisée, incapable de se défendre. Il ne s'attend pas à un affrontement. » La compréhension éclaira le visage de Grace. « Tu veux les combattre. »« Je veux changer les règles du jeu, » dit Samuel d'une voix basse mais déterminée. « En ce moment, ce sont eux les chasseurs. Il est temps d'inverser les rôles. » Dans la cachette de son grand-père, Samuel trouva un arsenal aussi ancien que redoutablement bien entretenu, grenades fumigènes, fils-pièges, petites charges explosives destinées à créer la diversion plutôt que la mort. « Mon grand-père a combattu au Vietnam, » expliqua-t-il en vérifiant chaque dispositif. « Il en est revenu avec bien plus que des décorations. » Grace observa ses gestes précis, le voir manier ses reliques de guerre éveillant un mélange de crainte et d'admiration. « Tu crois que tout cela fonctionne encore ?» Thomas entretenait chaque pièce avec soin. Il disait toujours, on ne sait jamais quand les vieilles compétences redeviennent nécessaires. Elle le regarda relier minutieusement les fils, ajuster les amorces, mesurer les distances. Tu sais vraiment t'en servir ? Samuel hocha la tête. Il m'a tout appris. La guerre asymétrique, les tactiques de survie. Comment rétablir l'équilibre quand on est moins nombreux et moins armés ? Pourquoi t'avoir enseigné ça ? Son expression s'assombrit. Parce qu'il savait que, parfois, les gens bons doivent se dresser contre les gens mauvais. Et que les mauvais ont souvent plus de moyens. Un cri retentit au loin, venant de la direction du chalet. « Ils ont retrouvé notre piste, » dit Grace. Samuel remit le sac sur son dos. « Qu'ils la suivent. Nous allons les mener exactement là où nous le voulons. » Ils s'enfoncèrent plus profondément dans la montagne. À mesure qu'ils grimpaient, Samuel plaçait des pièges dans leur sillage, fils déclencheurs pour des grenades fumigènes, branches volontairement fragilisées prêtes à se briser sous le poids d'un poursuivant, pistes factices menant à des impasses. « Je n'aurais jamais imaginé me retrouver à planifier des tactiques militaires, » murmura Grace. « Tu ne les planifies pas. Tu apprends à survivre. C'est différent. » Derrière eux, une détonation résonna, un nuage de fumée s'élevant parmi les arbres. Les cris furieux des hommes de Richard s'éparpillèrent dans le vent, suivis des ordres secs et glacés de leur chef. Grace s'arrêta. Dans sa poche, son doigt toucha un métal froid. Elle sortit son alliance, un diamant éclatant, symbole d'un passé qu'elle ne reconnaissait plus. Elle la contempla longuement, puis, d'un geste brusque, lança la bague dans la forêt. Elle disparut parmi les arbres comme une étoile filante.
Le geste lui sembla rompre des chaînes invisibles qu'elle portait depuis trop longtemps. « Je ne suis plus Catherine Blackwood, dit-elle d'une voix ferme. Je suis Grace. Et je choisis de me battre. » 6 mois plus tard, le printemps avait cédé la place à l'été. La montagne, apaisée, déployait ses prairies fleuries et ses ruisseaux limpides. Sur le perron du chalet, Grace observait Samuel revenir de la rivière, un filet de poisson à la main. L'air était doux, chargé du parfum des pins et des fleurs sauvages. L'affrontement avec Richard s'était terminé d'une manière que personne n'aurait imaginée. Lorsque les mercenaires avaient enfin retrouvé leurs traces dans les hauteurs, ils avaient découvert non pas une femme brisée et un simple montagnard, mais 2 âmes unies, enracinées dans ce territoire qu'elle connaissait mieux que quiconque. Richard, sûr de lui, avait décidé de mener la traque en personne, convaincu qu'un face-à-face suffirait à rétablir son emprise. Mais Samuel avait prévu chacun de ses mouvements. Ses pièges avaient séparé les hommes, isolant leur chef au cœur de la forêt. Là, seul face à sa femme, Richard avait compris que son pouvoir ne valait rien sans la peur qu'il inspirait. Grace l'avait regardé sans trembler. Ce n'était plus la femme qui l'avait façonnée, mais une autre, forgée par la montagne et la liberté. Elle n'éprouvait plus ni haine ni amour, seulement une pitié glaciale pour cet homme vide, incapable d'exister autrement qu'en dominant. « Tu ne survivras pas sans moi !» avait-il crié. « Tu n'as ni argent, ni identité, ni avenir. » Grace avait souri tristement. « J'ai mieux que ça. J'ai un amour qui ne fait pas mal. Et cela vaut plus que tout ce que tu pourrais offrir. » La suite avait été presque banale après tant d'intensité. Les autorités s'étaient emparées de l'affaire, Richard Blackwood, homme d'affaires respecté, avait engagé des mercenaires privés pour retrouver sa femme disparue. Les charges s'étaient accumulées. Son empire s'était effondré sous le poids de l'enquête. Confronté à la ruine, il avait préféré protéger ses avoirs plutôt que poursuivre sa vengeance. 3 semaines plus tôt, Grace avait reçu les papiers du divorce, accompagnés d'une offre de règlement généreuse. Elle l'avait refusé sans hésiter. « Je ne veux rien qui porte son empreinte », avait-elle dit à Samuel. « Mieux vaut reconstruire à partir de rien que sur les ruines de ce qui l'a corrompu. » Samuel hocha la tête, respectueux. Ce soir-là, il revint de la rivière avec 2 truites arc-en-ciel, fraîches et luisantes. « Le dîner est assuré », annonça-t-il en posant sa prise sur la table. « Et le potager ?» Grace essuya ses mains couvertes de terre, un sourire éclatant aux lèvres. « Les tomates s'enracinent enfin, et les haricots poussent si bien qu'on devra en donner la moitié à Pet Williams. Tes méthodes de culture de ton grand-père fonctionnent à merveille. » Samuel se souvint des carnets jaunis de Thomas, rotation des cultures, engrais naturels, respect du rythme des saisons. Grace, infatigable, avait tout appris avec la rigueur d'une élève passionnée, déterminée à bâtir leur autonomie. « J'ai quelque chose à te montrer, » dit Samuel après un moment. Il sortit de sa poche un petit objet qu'il posa dans la paume de Grace. 2 anneaux, sculptés dans du chêne de montagne, y reposaient. Le bois poli dégageait une lueur chaude, presque vivante. De minuscules symboles y étaient gravés, des motifs amérindiens représentant l'union éternelle et l'harmonie avec la nature. « Je sais que nous n'avons pas besoin de cérémonie, » murmura-t-il, soudain moins sûr de lui. « Mais j'ai pensé qu'on pourrait rendre notre engagement officiel, à notre manière. » Grace prit l'un des anneaux. Le bois était si lisse qu'il semblait respirer sous ses doigts. Une odeur de forêt s'en dégageait, pure, sincère, intemporelle. « Quand as-tu fait cela ? » Depuis le printemps. Je voulais qu'il soit parfait. Elle glissa l'anneau à son doigt. Il s'y ajusta comme s'il l'attendait depuis toujours. Ils sont parfaits. Samuel leva l'autre anneau. Grace, celle qui fut Catherine mais a choisi de renaître, veux-tu m'épouser selon les lois de la montagne et la sagesse de ceux qui savent qu'aimer, c'est élever l'autre plutôt que le réduire ? Elle sourit, les yeux brillants. Samuel, gardien des âmes perdues et héritier de la sagesse de ton grand-père ? Oui. Oui, je t'épouserai, selon les seules lois qui comptent vraiment. Le soleil se couchait derrière les crêtes, drapant le ciel d'or et de pourpre. Aucun témoin, sinon la forêt. Aucun serment, sinon ceux dictés par leur cœur. Ils échangèrent les anneaux en silence, conscients d'appartenir à quelque chose de plus grand qu'eux, cette montagne qui les avait réunis, forgés, transformés. Grace leva la main, admirant la lueur du dernier rayon sur son anneau. « Et maintenant » demanda-t-elle doucement. Samuel la prit dans ses bras. « Maintenant, on vit. On plante, on élève nos enfants,
on vieillit ensemble. Et on se souvient que c'est ici que nous avons appris ce qu'aimer veut dire. Grace posa la tête sur son épaule. J'ai longtemps cru que l'amour consistait à trouver celui qui te complète, murmura-t-elle. Mais nous ne nous complétons pas. Nous nous libérons. Exactement. La nuit tomba peu à peu sur la montagne. Sur le perron, leur silhouette se découpait dans la lueur du feu intérieur. Grace pensa à la femme qu'elle avait été 9 mois plus tôt, une ombre tremblante fuyant un monde cruel. Cette femme n'existait plus. À sa place se tenait une survivante devenue créatrice, une âme qui avait compris que l'amour véritable ne t'ampute pas pour grandir quelqu'un d'autre, il t'élargit, il t'élève, il te rend entier. Autour d'eux, la montagne s'assoupit dans un calme bienveillant. Le vent chuchotait à travers les sapins, le ruisseau chantait plus bas dans la vallée. Et Grace sut, sans l'ombre d'un doute, qu'elle était enfin chez elle. 2 ans plus tard, elle se surprit à contempler ses mains, jadis délicates et manucurées, elles portaient désormais les traces honnêtes du travail, la rugosité du bois, la morsure du froid, la tendresse de la terre. Ses mains, autrefois faites pour les salons et les bijoux, étaient devenues les instruments d'une vie libre. Le chêne de son alliance avait foncé avec le temps, prenant la couleur profonde des racines. Chaque jour, Samuel et elle ajoutaient une pierre, un souvenir, un sourire à la maison qu'ils bâtissaient ensemble. Là où autrefois régnait le silence et la peur, résonnait désormais le rire, la musique du vent, et la paix tranquille de ceux qui ont cessé de fuir. Grace regarda l'horizon, les montagnes qui s'étendaient à perte de vue. Elle pensa à tout ce qu'elle avait perdu et à tout ce qu'elle avait gagné. La liberté. La dignité. L'amour. Et un simple mot, gravé à jamais dans le bois de son anneau, Grace. Dans le vaste jardin qui s'étendait derrière la cabane, Grace se tenait droite, les mains légèrement posées sur son tablier, contemplant les rangées de légumes parfaitement alignés qui assureraient leur subsistance pendant tout l'hiver. Dans la petite bourse de cuir glissée dans sa poche reposaient des graines précieuses, un héritage vivant qu'elle avait patiemment sauvegardé de la récolte précédente. Des tomates robustes, adaptées au court été des montagnes, des haricots qui prospéraient dans le sol pierreux, des herbes résistantes aux premières gelées. Chaque graine représentait bien plus qu'une promesse de nourriture, c'était le fruit d'une sagesse acquise au fil des saisons, à travers les essais, les échecs, et les victoires silencieuses d'une femme attentive aux leçons de la terre. Samuel sortit de l'atelier qu'il avait construit à côté de la cabane, essuyant la sueur de ses mains calleuses. Depuis des mois, il façonnait des meubles destinés au poste de commerce du vieux Pet Williams, de véritables œuvres d'art qui, désormais, attiraient des commandes jusqu'à Billings. La rumeur de son talent s'était propagée dans toute la région. Il s'assit près de Grace sur le banc de bois qu'ils avaient placé pour contempler le jardin, un sourire dans la voix. Madame Williams veut une autre chaise berçante. Elle dit que celle que j'ai faite pour sa fille est la plus belle pièce de leur maison. Grace sourit doucement. Ce nom aux Williams avait désormais une résonance particulière. Il l'avait choisi comme nom de famille, en hommage au vieil homme du poste de commerce, devenu pour eux une sorte de grand-père bienveillant. Pet Williams avait aidé Grace à se forger une nouvelle identité légale sans jamais poser de questions, acceptant avec un simple hochement de tête qu'elle avait besoin de recommencer sa vie. Le vent de fin d'été fit bruisser les feuilles du jardin. Grace observa Samuel, le visage doré par la lumière du soir, avant de murmurer. « J'ai pensé, aux enfants. » Il releva la tête, surpris par la gravité tranquille de son ton. « Aux enfants ? Oui. À savoir si nous en voulons. Si nous sommes prêts. » Un silence s'installa, dense mais doux. Samuel prit le temps de regarder le paysage, les montagnes qui les entouraient comme des gardiennes silencieuses. « Je pense, répondit-il enfin, à un enfant apprenant à marcher sur ses sentiers, respirant l'air pur, grandissant dans le travail honnête et l'amour de 2 parents qui se respectent. Ce serait une belle vie à offrir. Oui, murmura-t-elle. Une très belle vie. Mais un enfant change tout, Grace. Plus de risques, plus de fuites. Plus de situations dangereuses. Elle comprit aussitôt ce qu'il voulait dire. Leur existence, bien qu'apaisée, restait fragile. Richard, son ex-mari, n'avait plus donné signe de vie depuis 2 ans, mais le divorce avait laissé des traces, des clauses, des avocats, des papiers qui pouvaient ressurgir à tout moment. Il vivait à la lisière du monde civilisé, entre liberté et précarité. Peut-être, dit-elle après un moment, que c'est justement le signe qu'il faut évoluer. Cesser de ne penser qu'à notre survie, et commencer à construire quelque chose qui dure. Samuel hocha la tête lentement, puis sortit de sa poche une lettre soigneusement pliée.
C'est arrivé ce matin, dit-il doucement. C'est de ta sœur. Grace sentit son estomac se contracter. Margaret. Elle n'avait prononcé ce nom qu'une seule fois depuis 3 ans. Margaret, l'aînée protectrice, celle qui n'avait jamais cessé d'essayer de garder le contact, avant que Richard ne coupe tous les liens familiaux. Elle prit l'enveloppe, ses mains tremblantes. L'écriture, fine et élégante, ne laissait aucun doute. Tu l'as lu? Non. Elle t'est adressée. Grace rompit le sceau avec précaution et déplia les feuillets. Ses yeux parcouraient les lignes avec une émotion qui changeait de nuance à chaque phrase, peur, surprise, puis un sourire timide, presque incrédule. Elle n'est pas en colère, souffla-t-elle. Elle dit qu'elle s'inquiète depuis 3 ans, qu'elle savait que quelque chose n'allait pas, mais qu'elle ignorait comment m'aider. Elle a engagé un détective, non pas pour me ramener, mais pour s'assurer que j'étais en sécurité. Samuel resta silencieux, laissant son regard se perdre sur le jardin. Elle dit aussi, continua Grace, que Richard s'est remarié 6 mois après le divorce. Une femme plus jeune. Et que ses affaires vont mal depuis que l'enquête a révélé la vérité. Plusieurs de ses contrats publics ont été annulés. Un mélange étrange de satisfaction et d'inquiétude traversa Samuel. L'injustice trouvait enfin réparation, mais il savait combien les hommes acculés pouvaient devenir dangereux. Elle veut te revoir, demanda-t-il. Oui. Mais elle précise qu'elle comprendra si je préfère rester caché. Elle dit seulement qu'elle veut savoir si je suis heureuse. Grace releva la tête. Son regard parcourut la petite maison de bois, l'atelier, le jardin, tout ce qu'ils avaient bâti ensemble. 3 ans plus tôt, elle avait fui dans ces montagnes, terrorisée et brisée. Aujourd'hui, elle se sentait entière. Oui, murmura-t-elle. Je veux la voir. Je veux qu'elle rencontre la femme que je suis devenue. Margaret arriva un jeudi matin de septembre. Sa voiture tout-terrain grimpa le chemin de montagne avec prudence avant de se garer à côté du vieux pick-up de Samuel. De la fenêtre, Grace observa sa sœur immobile derrière le volant, respirant profondément, comme si elle rassemblait tout son courage avant de descendre. 3 ans de silence se concentraient dans ce moment suspendu. Quand enfin la portière s'ouvrit, Grace sentit son cœur se serrer. Margaret n'avait presque pas changé, grande, élégante, les cheveux argentés avant l'âge, mais son port de tête trahissait la fatigue des longues années d'angoisse. Ses vêtements et jeans neufs, chemise claire, bottes de randonnée à peine portées révélaient la citadine en terrain inconnu. Grace, nerveuse, faisait tourner entre ses doigts la petite croix en bois que Samuel lui avait sculptée le Noël précédent. Ce n'était pas un symbole religieux, mais un talisman d'amour et de foi, la preuve que certaines choses, même invisibles, peuvent soutenir une âme. Elle a peur, constata Samuel derrière elle. Moi aussi, répondit-elle simplement. Il posa une main rassurante sur son épaule. Tu n'es pas obligée, Grace. Si. Je le suis. Et je suis prête. Elle sortit sur le perron. Leurs regards se croisèrent au moment où Margaret atteignait les marches du perron. Pendant quelques secondes, elles restèrent figées, séparées par 3 années de silence et d'incompréhension, réunies par un seul regard. Cathy, murmura Margaret, la voix hésitante, prononçant ce surnom d'enfance que personne d'autre n'avait jamais osé employer. Grace, répondit-elle doucement. Je m'appelle Grace, maintenant. Un sourire humide traversa le visage de Margaret. C'est un beau nom. Il te va mieux que Catherine. Elles s'avancèrent l'une vers l'autre et s'enlacèrent avec la force de celles qui ont cru avoir perdu pour toujours. Grace sentit que sa sœur paraissait plus petite qu'avant, plus vulnérable aussi. Et Margaret, en la serrant, perçut la force tranquille de cette femme qu'elle avait tant cherché à sauver. Tu es magnifique, dit-elle en s'écartant pour la regarder. Différente, mais, plus forte. Je me sens plus forte, répondit Grace avec un sourire. Samuel apparut à la porte, et Grace, le cœur battant, fit les présentations. Margaret, voici Samuel. Samuel, ma sœur Margaret. Samuel s'avança avec cette assurance calme qui lui était naturelle, tendant la main. Ravi de vous rencontrer. J'ai entendu beaucoup d'histoires sur vos escapades d'enfance. Margaret serra sa main avec une évaluation silencieuse dans le regard. Et moi, je n'ai entendu aucun mot sur vous, ce qui en dit long sur l'isolement dans lequel cet homme a tenu ma sœur. La mention de Richard flotta un instant dans l'air, mais ne parvint pas à troubler la paix intérieure que Grace avait conquise.
Son passé appartenait désormais à une autre vie. Entrez, dit-elle. Je vais préparer du café. Vous me raconterez tout ce que j'ai manqué. Elles s'installèrent autour de la table que Samuel avait fabriquée lui-même, en pin clair. Margaret sortit de son sac une grande enveloppe remplie de photographies. J'ai apporté des images, dit-elle. L'anniversaire de mariage de papa et maman, le mariage de Jennifer, les réunions de famille où ton absence se faisait sentir. Grace feuilleta les photos, découvrant des visages vieillis, des enfants devenus adolescents, des inconnus portant pourtant ses traits. Chaque image éveillait un mélange d'émotion et d'étrangeté, c'était sa famille, et pourtant, elle se sentait spectatrice d'une autre existence. Et nos parents, demanda-t-elle doucement. Ils ont beaucoup souffert. Inquiets d'abord, puis fâchés de ton silence. Maintenant, ils sont simplement soulagés de savoir que tu es vivante. Papa dit qu'il veut rencontrer l'homme qui a convaincu sa fille d'habiter au bout du monde. Grace rit, une lumière nouvelle dans les yeux. Samuel ne m'a convaincu de rien. C'est moi qui ai choisi cette vie. C'est la première fois qu'elle me semble juste. Margaret balaya du regard la pièce, les étagères garnies de bocaux, les meubles façonnés à la main, la chaleur tranquille qui émanait de chaque objet. C'est beau ici, murmura-t-elle. Paisible d'une manière que je n'imaginais pas. Dehors, le soleil déclinait lentement derrière les pins. Le chant d'un ruisseau s'élevait dans le silence du soir. Et, pour la première fois depuis longtemps, Grace sentit que le passé venait de trouver sa place, derrière elle, apaisé, sans ombre. Devant elle s'étendait un avenir simple, fertile, et profondément humain comme ce jardin où tout renaissait, saison après saison. La montagne et la paix. La montagne t'enseigne ce qu'il faut savoir sur la paix, dit Samuel en remplissant les tasses de café fumant. Mais seulement si tu es prêt à écouter. Margaret esquissa un sourire attendri. Grace a toujours été la meilleure auditrice de la famille. Même enfant, elle entendait ce que les autres ne percevaient pas. Grace fit tourner entre ses doigts la petite croix en bois qu'elle gardait dans sa poche. Le bois, poli par les années et par ses prières silencieuses, semblait désormais tiède, presque vivant. J'apprends à faire confiance à ce que j'entends, murmura-t-elle, au lieu de douter sans cesse de moi-même. Richard t'a fait douter de tout, n'est-ce pas, demanda Margaret. Oui, mais c'est terminé, répondit Grace avec un calme nouveau. Je sais qui je suis, et je sais ce que je veux. Margaret posa sa main sur celle de sa sœur, un geste simple mais chargé de tendresse. Je suis fier de toi. Fier de la femme que tu es devenue. Margaret resta une semaine à la cabane. Au bout de 3 jours, elle accomplissait les tâches du soir comme si elle avait toujours vécu en montagne. Grace l'observait apprendre à traire la chèvre que Samuel avait achetée au printemps précédent. Elle s'émerveillait de voir combien sa sœur, jadis citadine raffinée, s'adaptait vite à une vie rythmée par le vent, la terre et la patience. Au-dessus de la porte d'entrée pendait un vieux fer à cheval, trouvé par Samuel en défrichant le terrain pour agrandir le potager. Le métal noirci brillait d'une lumière discrète dans la clarté du crépuscule. Samuel l'avait accroché selon la tradition transmise par son grand-père, les fers portaient, disait-on, l'esprit protecteur des chevaux qui avaient mené une vie honnête. Le deuxième soir, Margaret lui avait demandé la signification de cet objet. Samuel avait raconté la légende avec cette gravité tranquille qu'il réservait aux traditions familiales. Ton grand-père devait être un homme exceptionnel, dit-elle en se balançant dans le fauteuil de bois que Samuel avait fabriqué de ses propres mains. Il l'était, répondit Samuel. Parfois, Grace me rappelle sa façon d'écouter la montagne, comme si elle percevait son langage secret. Margaret tourna la tête vers sa sœur, qui suspendait le linge à une corde tendue entre 2 pins. Chaque geste de Grace était précis, fluide, empreint d'une beauté simple. Autrefois, elle ne tenait pas en place, obsédée par les détails de son apparence, cherchant dans le regard des autres la confirmation de sa valeur. Mais ici, au milieu de cette nature rude et sincère, elle avait trouvé quelque chose qu'aucune ville n'avait pu lui offrir, la paix. Elle a trouvé la sérénité, murmura Margaret. Nous l'avons trouvée ensemble, répondit Samuel. Avant, ni elle ni moi n'étions complets. Margaret l'observa longuement. Dis-moi, comment as-tu su qu'elle méritait d'être sauvée? Samuel resta silencieux un moment, son regard posé sur Grace qui fixait une drap immaculée avec des épingles en bois sculptées par ses soins durant l'hiver. Elle n'avait pas besoin d'être sauvée, finit-il par dire. Elle avait juste besoin que quelqu'un se tienne à ses côtés pendant qu'elle se sauvait elle-même. C'est différent.
Margaret baissa la tête, touchée. Richard disait qu'elle avait fait une dépression, qu'elle était instable, qu'elle avait besoin de soins. J'avoue que certains l'ont cru. Le visage de Samuel se durcit. Elle était la personne la plus lucide que j'ai jamais rencontrée. Traumatisée, oui. Terrifiée, certainement. Mais son esprit restait clair. Elle savait ce qu'elle avait vécu et ce qu'il lui fallait pour s'en libérer. Margaret acquiesça lentement. J'ai toujours soupçonné que quelque chose clochait dans ce mariage. Mais après les noces, Grace s'est refermée. Chaque fois que je voulais la voir, Richard trouvait une excuse. C'est ainsi que ces hommes opèrent, répondit Samuel avec gravité. Ils isolent leurs victimes, les coupent du monde, jusqu'à ce qu'elles n'aient plus d'autre réalité que celle qu'ils imposent. Et comment sais-tu tout cela? Samuel resta un moment pensif avant de répondre. Mon grand-père a vu, pendant la guerre, jusqu'où certains peuvent aller quand ils détiennent le pouvoir. Il m'a appris que la vraie force sert à protéger, jamais à dominer. Margaret regarda son profil découpé sur la lumière du soir, les rides précoces au coin de ses yeux. Cet homme, pensa-t-elle, avait appris la gravité avant l'âge. Grace a eu de la chance de te rencontrer. Non, dit Samuel doucement. C'est moi qui ai eu de la chance. Elle a donné un sens à ma vie que je n'avais jamais soupçonné. Grace revint vers eux, le panier de linge vide à la main, le visage apaisé. Son corps avait retrouvé des formes pleines, vivantes, loin de la maigreur nerveuse qu'elle portait sous le joug de Richard. « De quoi complotez-vous » demanda-t-elle en s'asseyant sur les marches du perron, la lumière dorée du soir jouant dans ses cheveux. « Ta sœur me parlait de famille, répondit Samuel. Et moi, je lui expliquai pourquoi je suis tombé amoureux d'une femme qui étend son linge comme si elle célébrait un rite sacré. » Grace éclata de rire, un rire clair, sans retenue, sans cette peur du jugement qui autrefois corsetait chacun de ses gestes. « Tout paraît sacré ici, dit-elle, quand on y prête vraiment attention. » Margaret sentit alors quelque chose se détendre au fond d'elle, une tension qu'elle portait depuis des années sans même s'en rendre compte. C'était donc cela, le bonheur, non pas cette façade polie que Grace affichait autrefois dans les dîners mondains, mais une vérité simple, enracinée, nourrie par chaque geste quotidien. Elle prit une inspiration profonde. « J'ai quelque chose à vous dire, confia-t-elle. Je ne suis pas venu ici seulement pour une réunion de famille. » Samuel et Grace échangèrent un regard d'alerte. « Que se passe-t-il » demanda Grace. « Richard, » répondit Margaret, sa nouvelle épouse a demandé le divorce le mois dernier. Elle a découvert, semble-t-il, les mêmes comportements de contrôle qui t'ont brisé. Le procès s'annonce difficile, et ses associés commencent déjà à s'éloigner de lui. Grace leva les yeux vers le fer à cheval suspendu au-dessus de la porte, ce symbole de protection contre les forces malveillantes. « Pourquoi cela nous concernerait-il » demanda-t-elle prudemment. « Parce qu'elle t'accuse des mêmes choses, intimidation, manipulation, domination financière. Si tu acceptais de témoigner, cela pourrait grandement l'aider à se libérer de lui. » Samuel redressa la tête, ses instincts de protection aussitôt éveillés. « Hors de question, dit-il fermement. Grace ne doit rien à cette femme, ni à personne. Et témoigner reviendrait à se livrer à la curiosité publique, aux médias, aux avocats. » Grace resta silencieuse. Ses doigts caressaient machinalement la petite croix en bois, comme si elle cherchait la réponse dans le grain du souvenir. « Que supposerait un tel témoignage » demanda-t-elle doucement. « Des dépositions, peut-être une audience si le procès se poursuit. Mais ton témoignage pourrait l'empêcher de subir ce que tu as subi. » Samuel serra les poings. « Et cela pourrait détruire la vie que nous avons construite ici. » Grace contempla la vallée en contrebas, leur cabane, les sillons du jardin, la fumée douce s'échappant de la cheminée. Cette vie simple, bâtie sur le silence et la guérison, valait tout pour elle. Mais pouvait-elle détourner les yeux si une autre femme souffrait à cause du même homme? Le fer à cheval refléta une lueur orangée du soleil couchant. Grace y vit un signe non pas seulement de protection, mais de devoir. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-elle finalement. » Quelques jours plus tard, Grace monta seule sur la crête rocheuse au-dessus de la cabane. Le vent faisait bruire les sapins comme une mer invisible. Dans ses mains, elle tenait la vieille boussole de Thomas, le grand-père de Samuel. Cet objet avait traversé la guerre du Vietnam, les tempêtes et le temps. Son aiguille, fidèle, pointait toujours vers le nord, constante, inflexible, même quand le monde semblait se perdre autour d'elle. 3 jours s'étaient écoulés depuis la visite de Margaret.
Sa sœur était repartie pour Denver, laissant derrière elle la carte de visite de l'avocate de la nouvelle épouse de Richard et une promesse, celle de soutenir Grace, quelle que soit sa décision. Samuel, lui, n'avait pas insisté. Il avait exprimé ses craintes sans tenter de l'influencer. Il savait ce que cela signifiait, rouvrir la plaie, exposer son passé à des inconnus avides de drame. Mais il lui avait aussi dit, d'une voix grave et simple. « Quelle que soit ta décision, je serai là. » Grace ferma les yeux, la boussole serrée dans sa paume. Le nord magnétique vibrait, invisible mais vrai. Et elle comprit que la montagne, encore une fois, lui montrait la voie, celle qui mène à la paix, non pas dans le silence, mais dans la vérité. La boussole pesait dans ses mains, son boîtier de laiton poli par des décennies d'usage. Thomas, dans son journal, avait souvent écrit sur la nécessité d'une boussole morale, sur cette capacité à trouver son or véritable lorsque le monde s'acharne à vous détourner de votre route. Le caractère d'un homme, écrivait-il, ne se mesure pas à ses choix faciles, mais à ceux qui exigent le sacrifice au nom de principes plus grands que son confort personnel. Depuis 3 jours, Grace se posait la même question. Que devait-elle à cette femme qu'elle n'avait jamais rencontrée, prisonnière d'un mariage semblable à celui qui avait presque brisé son âme? La réponse s'imposait désormais à elle avec la même constance que l'aiguille de la boussole, elle savait ce qu'elle devait faire. Quand Samuel la trouva sur la crête, le vent jouant dans ses cheveux, il comprit à la sérénité de son regard que sa décision était prise. « Je vais témoigner, dit-elle simplement. Il s'assit à côté d'elle sur le granit chauffé par le soleil, cherchant dans son ton la moindre hésitation. « Tu en es sûr ? Aussi sûr que cette boussole pointe vers le nord. Si je me tais, je protège ma tranquillité au détriment d'une femme qui a besoin d'aide. Et je refuse d'être cette personne-là. » Samuel soupira doucement. « Ce sera compliqué. Il y aura la presse, les avocats, les curieux qui fouilleront dans notre vie ici. » Grace tourna la boussole entre ses doigts, caressant les initiales que Thomas y avait gravées des décennies plus tôt. « Ton grand-père a affronté bien pire pour défendre des inconnus. Ce que je fais, c'est lui rendre hommage. » Samuel comprit alors que sa résolution ne venait pas d'un sentiment d'obligation, mais d'une force intérieure, d'une assurance née de ses années passées à reconstruire sa vie à ses côtés. « De quoi as-tu besoin ? Demanda-t-il. « De ton soutien, de ton amour, et de ton aide pour préparer ce qui s'annonce difficile. Tu as tout cela, toujours. » Elle s'appuya contre lui, puisant dans sa présence la stabilité dont elle aurait besoin pour affronter ce qui venait. « Je veux d'abord rencontrer l'avocate, comprendre les implications de mon témoignage. Ensuite, si elle l'accepte, je parlerai à sa femme. Je veux voir dans ses yeux si elle a la force d'utiliser ce que je dirai pour se libérer. Et si elle ne l'a pas, répondit Samuel, nous l'aiderons à la trouver. Personne ne devrait affronter Richard Blackwood seul. Il prit la boussole et la compara aux montagnes alentour, aux crêtes qu'il connaissait mieux que quiconque. Cette boussole de ton grand-père ne nous a jamais égarés, dit Grace. Pas plus que ton intuition sur les gens. Si tu penses que c'est la bonne chose à faire, c'est que ça l'est. Elle se leva, épousseta son jean et contempla la vallée où leur cabane s'abritait dans les pins. D'ici, leur maison semblait minuscule, presque fragile. Pourtant, elle savait qu'elle tenait debout grâce à l'amour et à la patience qui en avaient façonné chaque recoin. « Cette maison sera toujours là, murmura-t-elle. Notre vie aussi. Mais si nous laissons la peur nous dicter nos choix, nous trahirons quelque chose de fondamental dans ce que nous sommes ensemble. » Samuel la rejoignit et suivit son regard vers le refuge qu'ils avaient bâti de leurs mains. Thomas disait toujours qu'une vie consacrée aux autres est la seule qui vaille. « Je ne cherche pas à sauver le monde, répondit-elle. C'est pourtant comme cela qu'on le sauve, une personne à la fois. » Main dans la main, ils redescendirent le sentier, la boussole serrée dans la poche de Grace, son aiguille pointant fermement vers la direction qu'ils devaient suivre. Le chemin serait rude, mais ils le parcouraient ensemble, guidés par des principes plus forts que la peur. Ce soir-là, Grace appela l'avocate que Margaret lui avait recommandée. La conversation dura près de 2 heures et confirma ce que son cœur savait déjà, Richard avait poursuivi ses violences avec sa nouvelle épouse, d'une manière encore plus insidieuse que jadis. Le dossier juridique était solide, mais son témoignage le rendrait inébranlable. « Je le ferai, dit-elle. Quoi qu'il m'en coûte, il ne fera plus de mal à personne. » Quand elle raccrocha, Samuel l'attendait avec 2 tasses de café. Il la regarda en silence, comprenant que leur paisible existence venait de basculer. « Aucun regret ? Demanda-t-il. « Aucun,
répondit-elle en effleurant la boussole dans sa poche. Nous suivons toujours le vrai nord. Les procédures s'étendirent tout l'hiver, puis jusqu'au printemps suivant. Grace dut se rendre à Denver à 4 reprises, dépositions, audiences préliminaires, rencontres avec les procureurs. Chaque voyage exigeait une préparation minutieuse et un courage renouvelé. Samuel l'accompagnait à chaque fois, portant le vieux sac de cuir de son grand-père. À l'intérieur, il gardait des documents et quelques souvenirs et des preuves tangibles de la vie qu'ils avaient construite ensemble. Le sac contenait leur certificat de mariage, le titre de propriété du terrain en montagne, des photographies de leur quotidien simple et paisible, ainsi que des lettres de soutien de Pete Williams et d'autres habitants du coin. Ces objets constituaient la preuve vivante que Grace Williams existait réellement, que son identité ne se limitait plus aux blessures de Catherine Blackwood. Lors d'une audience particulièrement éprouvante, l'avocat de Richard tenta de la présenter comme une femme instable, sujette à des fantasmes d'abus imaginaires. Samuel, assis derrière elle, la vit glisser la main dans le sac et effleurer leur certificat de mariage. Ce simple geste sembla la ramener à elle-même, à cette femme qu'elle était devenue, forte, lucide, ancrée. « Votre honneur, dit-elle avec calme, je comprends que la défense tente de me discréditer. Mais je ne suis plus celle qui, autrefois, se taisait par peur. J'ai appris à reconnaître l'amour véritable, et je sais désormais faire la différence entre la vérité et la manipulation. » Sa dignité impressionna le juge. Plus tard, l'avocate de la jeune femme que Richard maltraitait encore avoua que le témoignage de Grace avait fait basculer l'affaire. Quelques semaines plus tard, ils se retrouvèrent dans la grande salle d'audience du tribunal de Denver. Helena, la femme de Richard, avait demandé le divorce et obtenu une ordonnance de protection, grâce en partie au récit précis de Grace sur les mécanismes de contrôle et d'intimidation qu'elle avait subis. L'audience devait fixer les conditions de la séparation et déterminer si des poursuites pénales seraient engagées pour violences domestiques. Assise sur le banc, Grace ouvrit le sac de cuir et vérifia son contenu, une habitude devenue presque rituelle. Chaque document, chaque photographie, chaque objet racontait son chemin vers la liberté. « Tu es nerveuse ?» demanda Samuel, observant ses gestes mesurés. « Pas nerveuse. Déterminée. Je pense à Helena, à sa jeunesse, à tout ce qu'elle peut encore vivre si elle se libère de lui. » Samuel serra doucement sa main. « Grâce à toi, elle en aura la chance. » Grace esquissa un sourire, un de ces sourires calmes et pleins de gratitude qui disaient plus que 1000 mots. La lumière du matin filtrait à travers les hautes fenêtres du tribunal, illuminant la boussole posée à côté d'elle sur le banc. Son aiguille vibrait légèrement, toujours orientée vers le nord. Elle pensa à Thomas, à la montagne, à cette vie qu'elle et Samuel avaient façonnée loin du tumulte du monde. Elle pensa aussi à la femme qu'elle avait été autrefois soumise, brisée, persuadée qu'elle n'avait pas le droit de parler. Cette femme n'existait plus. Ce jour-là, au moment où le juge entra dans la salle, Grace se redressa et posa la main sur la boussole. Elle n'avait plus peur. Son or véritable brillait dans son cœur, la conviction tranquille d'avoir choisi la justice plutôt que la facilité, le courage plutôt que le silence. Et quoi qu'il advienne, elle savait que lorsqu'ils rentreraient sur la montagne, le vent sentirait la résine et la liberté. Leur maison les attendrait, comme un port sûr au terme de la tempête. Car ils avaient appris ensemble qu'on ne trouve pas la paix en fuyant les ténèbres, mais en portant sa lumière jusqu'au cœur du monde. Grace avait rencontré Helena à 2 reprises durant la procédure judiciaire. Chaque fois, elle avait retrouvé dans le regard de la jeune femme la même détresse enfermée qu'elle avait autrefois portée en elle. Helena n'avait que 26 ans, à peine plus âgée que Grace lorsqu'elle avait épousé Richard. Elle possédait cette beauté fragile que des hommes comme Richard recherchaient chez leur proie, cette apparente délicatesse qui cachait une force encore insoupçonnée. « Elle me rappelle moi à cet âge-là » murmura Grace. Puis, après un instant. « À ceci près qu'elle se bat, au lieu d'endurer. Cela demande plus de courage que je n'en avais alors. » Samuel posa sur elle un regard tendre. « Tu as eu le courage de fuir, dit-il doucement. Quand partir était la seule manière de survivre. Helena, elle, trouve la force de combattre parce que ton exemple lui a montré que c'était possible. » Les lourdes portes du tribunal s'ouvrirent, laissant passer Helena entourée de son équipe juridique. Malgré la fatigue visible sur son visage, sa démarche était assurée, presque fière. Lorsqu'elle aperçut Grace, un sourire sincère éclaira ses traits. « Grace, dit-elle en s'avançant, les mains tendues. Je ne te remercierai jamais assez. Ton témoignage m'a donné la force d'aller jusqu'au bout. » Grace prit ses mains, notant combien elle tremblait moins que lors de leur première rencontre.
Cette force, tu l'avais déjà, répondit-elle avec douceur. Je n'ai fait que confirmer ce que tu savais au fond de toi. Le juge a statué en ma faveur, continua Helena d'une voix émue. Divorce total, sans pension. Et le procureur va engager des poursuites criminelles, grâce aux preuves d'abus que ton témoignage a permis d'établir. Samuel sentit la main de Grace se crisper autour du sac en cuir qu'elle tenait, mais son visage resta serein. « Comment te sens-tu » demanda-t-elle. « Libre » répondit Helena simplement. « Pour la première fois depuis 3 ans, je me sens libre. » Grace comprit immédiatement. La liberté ne se résumait pas à l'absence d'un bourreau, elle résidait dans la présence d'un avenir, dans la certitude retrouvée que ses choix lui appartenaient à nouveau. « Et maintenant ? Que vas-tu faire ? » « Repartir à zéro, » dit Helena. « Peut-être retourner à l'université. Terminer ce diplôme que j'avais abandonné quand Richard m'a convaincu qu'une femme mariée n'avait pas besoin de carrière. Découvrir qui je suis, quand la peur ne dicte plus ma vie. » Grace fouilla dans son sac et en sortit une petite carte sur laquelle figurait l'adresse de leur chalet dans les montagnes. « Si un jour tu as besoin de disparaître un temps, de réfléchir loin de tout, nos montagnes t'accueilleront. » Les yeux d'Helena se remplirent de larmes. « Tu ferais ça pour quelqu'un que tu connais à peine ? » « Quelqu'un l'a fait pour moi, autrefois, » répondit Grace simplement. « Et cela m'a sauvé la vie. » Elles s'étreignirent longuement, dans ce geste empreint d'une transmission silencieuse, celle d'un flambeau que se passent les survivantes. Lorsque Grace et Samuel regagnèrent leur camion, elle se sentit plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Non pas parce que le procès s'était achevé, mais parce qu'elle avait enfin pu transformer sa douleur en quelque chose de lumineux, une main tendue vers une autre femme. « Prête à rentrer » demanda Samuel en démarrant le moteur. « Plus que prête » répondit-elle avec un sourire apaisé. « J'ai envie de planter le jardin, de vérifier la chèvre, et de dormir enfin dans notre lit, entouré du silence des montagnes. » Aucun regret d'avoir témoigné ? Grace jeta un dernier regard vers le tribunal où Helena parlait maintenant aux journalistes, dénonçant publiquement les signes avant-coureurs des relations de domination. Aucun. C'était ce qu'il fallait faire. 5 ans plus tard, Grace se tenait au centre de leur cabane de bois clair, un minuscule chandail jaune à la main. Margaret le lui avait envoyé depuis Denver. La laine douce captait la lumière de l'après-midi filtrant à travers les larges fenêtres que Samuel avait récemment agrandies pour laisser entrer davantage de soleil. 3 semaines plus tôt, Grace avait découvert qu'elle était enceinte. Cette nouvelle avait transformé leur existence paisible en un univers vibrant d'attente, de rires contenus et d'une tendresse nouvelle. Le petit pull tricoté était la première preuve tangible que leur enfant à venir aurait une famille au-delà des montagnes. Margaret avait joint un mot, leur mère, émue par la nouvelle, avait passé une nuit blanche à tricoter, mêlant à chaque maille son excitation et ses inquiétudes, un mélange de bonheur et d'angoisse à l'idée que le bébé naîtrait loin des hôpitaux. « Elle est magnifique » dit Samuel en sortant de l'atelier, les mains encore imprégnées du parfum de copeaux et d'huile de lin. Il venait d'y façonner un berceau en bois de cerisier qu'il avait laissé sécher pendant 2 ans. Grace leva le chandail vers la lumière. « Margaret m'a dit que maman a pleuré quand elle a appris la nouvelle. Des larmes de joie, surtout, mais aussi d'inquiétude. Elle s'inquiète de nous savoir si loin des médecins. Et toi ? Tu n'es pas inquiet ? » Samuel s'approcha, posant un regard sérieux mais doux sur elle. « Parfois, » admit-elle, en pliant soigneusement le tricot. « Mais je me rappelle que des femmes ont toujours enfanté dans des lieux reculés. Nous aurons le docteur Patterson de la vallée. Et si jamais il y a des complications, l'hôpital de Billings n'est qu'à 2 heures. » Samuel posa ses outils et vint se placer derrière elle, entourant sa taille de ses bras. Ses mains reposèrent sur le ventre encore plat de graisse, comme pour saluer la vie en germe. « Notre enfant aura de la chance, » dit-il à voix basse. « Chance ? De quelle façon ? De grandir ici. Dans un air pur, avec de l'eau claire. D'avoir des parents qui s'aiment vraiment. Et assez d'espace pour découvrir qui il est, sans le poids du monde qui lui dicte ce qu'il doit être. » Grace se blottit contre lui, émue par la simplicité de ses mots. Elle songea à quel point cette grossesse était différente de tout ce qu'elle avait imaginé autrefois. Sous le joug de Richard, l'idée d'un enfant n'avait été qu'un cauchemar, un moyen supplémentaire pour l'homme de l'enchaîner. Maintenant, c'était l'inverse, une promesse de liberté, une prolongation de leur amour. « J'ai pensé à des prénoms » murmura-t-elle. « Quelque chose qui relie notre enfant à cet endroit, à ton grand-père, mais aussi à l'avenir que nous construisons. Thomas, si c'est un garçon,
proposa Samuel après un instant. En hommage à lui. Grace sentit ses bras se resserrer autour d'elle. Il aurait adoré ça, dit-elle en souriant. Et si c'est une fille? Peut-être Hope, ou Aube. Quelque chose qui parle de renouveau. Ils restèrent ainsi, immobiles, portés par une vision commune de ce futur encore invisible mais déjà palpable. Ils savaient que leur vie allait changer non seulement la maison, qu'il faudrait adapter, sécuriser, remplir de rires et d'objets minuscules, mais aussi leur manière d'exister. Ils passeraient de la survie à la transmission, de la protection mutuelle à l'éducation d'un être dépendant de leur amour et de leur sagesse. « Es-tu prêt à être père » demanda Grace, les yeux levés vers lui. « Je crois que personne ne l'est jamais tout à fait, » répondit-il. « Mais je suis prêt à essayer. À apprendre, jour après jour. » Grace se retourna dans ses bras. « Tu seras un père merveilleux, » dit-elle avec conviction. « Patient, attentif, plein de cette sagesse tranquille que j'ai toujours admirée chez toi. Tout ce dont j'aurais eu besoin dans mon enfance. » Samuel sourit. « Et toi, tu seras une mère exceptionnelle. Forte pour protéger, douce pour consoler, courageuse pour laisser notre enfant faire ses propres erreurs. » Ils échangèrent un regard long, vibrant de promesses silencieuses. Puis, un coup frappé à la porte les fit sursauter. Par la fenêtre, ils aperçurent Pete Williams gravissant les marches du perron, les bras chargés de colis et de lettres. Grace rangea rapidement le petit chandail dans un tiroir. Ils n'étaient pas encore prêts à partager leurs secrets avec le reste du monde. « Bonjour » lança Pete d'une voix joyeuse quand Samuel ouvrit. « J'ai quelques paquets pour vous, et une lettre qui semble importante. » La lumière de la fin d'après-midi baignait la pièce d'une douceur dorée. Entre les murs de bois, l'air vibrait de calme et de promesses nouvelles. Grace échangea un sourire complice avec Samuel. Ce monde qu'ils avaient bâti, à la force du cœur, s'élargissait doucement accueillant désormais la promesse d'une vie à venir. La lettre portait le sceau officiel du tribunal d'État, et Grace sentit son estomac se nouer aussitôt. Même après toutes ces années, le courrier juridique réveillait encore en elle les mêmes réflexes de peur et de méfiance qu'autrefois, lorsqu'elle vivait sous l'emprise de Richard. Bien qu'elle sût qu'il purgeait désormais une peine de 2 ans de prison pour violence conjugale et fraude financière, son corps n'avait pas oublié l'instinct de survie né de ces années d'abus. Samuel ouvrit l'enveloppe avec précaution, parcourut les pages d'un regard attentif, puis son expression changea, mêlant surprise et gravité. « Qu'est-ce que c'est » demanda Grace, la voix un peu tendue. « C'est une lettre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'État » répondit Samuel. « Il t'accorde une compensation pour ton témoignage dans l'affaire contre Richard. De quoi couvrir tous les frais médicaux liés à la grossesse, et même davantage. » Grace resta un instant immobile, fixant le papier comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle lisait. L'ironie de la situation la frappa de plein fouet, l'argent provenant des conséquences de la cruauté de Richard servirait désormais à bâtir l'avenir de l'enfant qu'elle portait. « Je ne veux pas de son argent, » dit-elle d'une voix presque dure. « Ce n'est pas le sien, » répondit doucement Samuel. « C'est l'État qui reconnaît ce qu'il t'a pris, et qui essaie, à sa manière, de réparer un peu les dégâts. » Grace prit la lettre entre ses mains tremblantes et la lut à son tour. Les mots froids et administratifs tentaient de mesurer en dollars les blessures invisibles, les années de peur et de silence. Quand elle eut fini, elle leva les yeux vers Samuel. « Qu'est-ce qu'on doit en faire ?»« Mets-le de côté pour les études du bébé, » répondit-il après un court silence. « Transformons quelque chose de douloureux en une source d'espoir. » Grace plia soigneusement la lettre et la déposa dans le tiroir, juste à côté du petit pull en laine tricoté par sa sœur. 2 symboles d'un même futur, l'un est de la tendresse familiale, l'autre de la douleur surmontée et réinventée. « Notre enfant grandira en sachant que même les épreuves peuvent devenir des forces, » dit-elle doucement. « Et qu'aimer, ce n'est jamais blesser, contrôler ou diminuer l'autre. L'amour, le vrai, crée de l'espace pour grandir. » Dehors, la montagne s'enveloppait peu à peu de la paix du crépuscule. Grace regarda la lueur du feu danser sur les murs du chalet et sentit, au plus profond d'elle-même, que l'avenir de leur enfant s'ouvrait devant eux comme un sentier de montagne, ardu, imprévisible, mais menant vers des sommets où l'air serait pur et la lumière claire. La neige commença à tomber avec la première contraction. De gros flocons lourds, luisant dans la lumière de la lampe, transformaient le monde extérieur en un décor de conte. Appuyée contre le rebord de la fenêtre, Grace respirait lentement, une main dans le bas du dos, l'autre serrant la petite cuillère en argent que ses parents lui avaient envoyée la semaine précédente. Le mot joint au colis disait simplement « Pour notre premier petit enfant, avec tout notre amour. »
Cette cuillère avait appartenu à sa grand-mère, elle avait accompagné 3 générations d'enfants lors de leur premier repas. Le manche, usé et parsemé de minuscules marques, racontait l'histoire silencieuse de familles réunies autour de tables pleines de rires et de pain partagé. Bientôt, cette lignée d'amour et de soins s'étendrait jusqu'à ce bébé de la montagne. Elles sont espacées de combien, demanda Samuel, jetant un coup d'œil au feu qu'il entretenait avec vigilance. Dr Patterson, un médecin de campagne au visage buriné par 30 années de visite dans les régions reculées, avait rejoint la cabane dans l'après-midi. Son sac de cuir usé et son calme tranquille inspiraient confiance. Environ 20 minutes, répondit Grace, la voix serrée alors qu'une nouvelle vague la traversait, l'enveloppant d'une chaleur intense, presque brûlante. Les premiers bébés prennent leur temps, fit remarquer le médecin avec un sourire indulgent. On a encore des heures devant nous, probablement. Grace avait passé des mois à se préparer, lecture sur l'accouchement naturel, exercice de respiration, longue promenade sur les sentiers rocailleux pour fortifier son corps. Mais lorsque le travail commença vraiment, tout apprentissage s'effaça devant la puissance primitive du moment. Son corps savait, il agissait selon une mémoire ancienne, plus ancienne que les mots. Samuel vint se placer derrière elle, posant ses mains sur le bas de son dos, exerçant la pression précise qui soulageait la douleur. « Souviens-toi de ce qu'on a appris », murmura-t-il. « Respire à travers la douleur, ne la combats pas. »« Je m'en souviens », souffla-t-elle, la tête penchée, le front humide. Elle se laissa aller contre lui, reconnaissante de sa présence solide, du calme qu'il incarnait. « C'est étrange, dit-elle entre deux souffles, de se sentir à la fois si forte et si vulnérable. » Une nouvelle contraction la fit se balancer légèrement, suivant un rythme instinctif. La cuillère d'argent étincelait dans la lumière. Elle pensa alors à toutes les femmes avant elle, sa mère, sa grand-mère, et toutes celles dont les noms s'étaient perdus, qui avaient donné la vie dans la douleur et la lumière mêlée, poussées par un même amour. « Ta grand-mère serait fière de toi », murmura Samuel, suivant son regard vers l'objet brillant. « J'aimerais qu'elle soit là », répondit Grace, la voix tremblante. Elle me racontait comment elle avait mis mon père au monde pendant une tempête de neige, seule avec mon grand-père, parce que la sage-femme ne pouvait pas passer. Ça me rappelle quelque chose, dit Dr Patterson en souriant. Les femmes des montagnes ont toujours su se débrouiller. Le corps sait ce qu'il fait, du moment qu'on le laisse faire. Les heures s'étirèrent, mesurées par le feu qui craquait, par les respirations de Grace et les murmures de Samuel. Peu à peu, elle entra dans un état d'attention totale, le monde extérieur disparut, ne restant que la chaleur du foyer, la voix apaisante de l'homme qu'elle aimait, et la force instinctive de son propre corps. La cuillère d'argent ne quitta pas sa main. Dans les moments les plus intenses, elle en suivait les contours avec son pouce, comme pour puiser dans la mémoire de toutes ces mères qui l'avaient tenue avant elle. « Je vois la tête !» annonça soudain Dr Patterson, l'émotion vibrant dans sa voix. Encore quelques efforts, Grace. Le temps sembla suspendu. Grace puisa dans chaque fibre de son être, chaque souvenir de peur surmonté, chaque parcelle de courage reconquis depuis le jour où elle avait fui la forêt et Richard. Cette femme d'alors, brisée, apeurée, n'aurait jamais imaginé ce moment, mettre au monde un enfant dans une maison bâtie sur l'amour, entourée de respect et de paix. Avec un cri mêlé de douleur et de libération, elle donna le dernier effort. Un instant plus tard, le cri clair d'un nouveau-né remplit la pièce. « C'est une fille », dit le médecin en essuyant doucement le petit corps avant de le poser sur la poitrine de sa mère. Grace regarda ce minuscule visage, les paupières tremblantes, la peau encore rosée par la vie naissante. Elle reconnut la mâchoire de Samuel, la courbe de son propre menton. Deux héritages mêlés dans une seule promesse d'avenir. « Bonjour, Dawn », murmura-t-elle. « Bienvenue sur la montagne. » Samuel s'approcha, les yeux brillants de larmes qu'il ne chercha pas à cacher. Il prit la main de sa fille, minuscule, parfaite, et la contempla avec un émerveillement silencieux. « Elle est magnifique », dit-il d'une voix rauque. Grace leva la cuillère d'argent à hauteur du bébé, même si les yeux de Dawn ne pouvaient encore la distinguer. « Cette cuillère appartenait à ton arrière-arrière-grand-mère. Elle portera un jour ton nom, et avec elle, l'amour de toutes les femmes qui t'ont précédé. » Dehors, la neige continuait de tomber, silencieuse, pure, couvrant la montagne d'un manteau immaculé. Dedans, la lumière du feu enveloppait la petite famille d'une chaleur dorée. 3 générations se rejoignaient en cet instant, le passé réparé, le présent apaisé, et l'avenir naissant. Dr Patterson rangea ses instruments avec un sourire satisfait, conscient d'avoir assisté à plus qu'une simple naissance. Ce soir-là,
dans la cabane des montagnes, une lignée entière d'amour venait de recommencer à respirer. Sous le manteau de neige qui enveloppait les montagnes ce matin-là, la nature semblait retenir son souffle. Dans la cabane nichée au cœur de la vallée, le feu crépitait doucement tandis qu'un cri nouveau résonnait entre les murs de bois. Un bébé en parfaite santé, une mère forte, et un blizzard suffisamment spectaculaire pour qu'on en parle encore dans 50 ans. Grace sourit en silence. Elle comprit à cet instant que la naissance de Dawn, survenue au plus fort de la tempête, deviendrait une légende familiale, une histoire transmise de génération en génération, à raconter quand leur fille serait assez grande pour mesurer la beauté de son arrivée dans ce monde de glace et de lumière. Un an plus tard, le matin de son premier anniversaire se leva sur un ciel d'un bleu limpide, la clarté même de la paix. Le vent caressait doucement les pins, et l'air, pur et frais, semblait laver toute fatigue de l'âme. Assise sur les marches du porche, Grace regardait Samuel pousser leur fille sur la balançoire qu'il avait suspendue à la grande branche du pin géant, juste à côté de la cabane. Les rires de Dawn s'élevaient, clairs et cristallins, rebondissant d'un tronc à l'autre, emplissant la clairière d'une joie simple et lumineuse. Ce son était devenu la bande-son de leur vie, la mélodie quotidienne de leur bonheur retrouvé. Sur les genoux de Grace reposait une Bible ancienne, la même que celle de la grand-mère de Samuel. La couverture de cuir, usée par le temps, portait encore l'empreinte de mains pieuses, de générations entières ayant cherché dans ces pages des réponses et du réconfort. Entre les feuillets craquants se cachaient des fleurs séchées et des violettes, des marguerites, des branches d'aubépine, autant de petits témoins des grands moments vécus par ceux qui les avaient cueillis. Depuis la naissance de Dawn, Grace avait commencé à y glisser ses propres fleurs, une chronique botanique de leur vie, un herbier d'amour et de mémoire. Plus haut, papa. Plus haut, criait Dawn, sa voix fine emplie d'excitation. Samuel riait, poussant la balançoire avec une prudence tendre, mesurant chaque élan, attentif à ne donner que le juste vertige. Grace le regarda avec admiration, il s'était fait père avec la même patience tranquille qu'il mettait à tout ce qu'il touchait, comme si la paternité n'était qu'une autre manière d'aimer la vie. La Bible s'ouvrit d'elle-même à la page marquée d'une violette séchée, celle que Grace avait cueillie le matin où elle avait senti, pour la première fois, leur enfant bouger dans son ventre. Ce souvenir lui revint avec une clarté poignante, le sentier vers Willow Creek, la lumière filtrant à travers les arbres, et cette première secousse, minuscule mais bouleversante, comme un battement d'aile au creux du monde. « Est-ce que j'étais aussi petite ?» demanda Dawn en descendant de la balançoire pour observer une chenille qui rampait lentement sur la rambarde du porche. « Encore plus petite, ma chérie, » répondit Grace en la hissant sur ses genoux. « Tu tenais dans un seul bras, et tu faisais des bruits d'oiseaux nouveau-nés. » Dawn contempla la chenille, fascinée par la lenteur et la détermination de sa course. « Elle va devenir un papillon. Si elle est patiente et prudente, comme toi, » sourit Grace. La fillette leva vers elle un regard sérieux. « Comme moi. » Grace sentit un frisson de tendresse la traverser. Ces conversations anodines, à l'aube de la conscience, formaient déjà la trame d'un monde intérieur où la curiosité et la bienveillance régnaient ensemble. Samuel les rejoignit, s'assit à leur côté, et Dawn grimpa aussitôt sur ses genoux pour lui montrer la chenille et lui détailler son projet, construire une petite maison pour elle, faite de brindilles et de feuilles. « Ta mère a appelé pendant ta sieste, » dit Samuel. « Elle vient la semaine prochaine pour ton anniversaire. » Grace sentit une chaleur familière l'envahir à l'idée de revoir Margaret. Depuis quelques années, sa sœur venait chaque saison, aidant à la récolte, au bois, aux réparations, mais surtout, entretenant ce lien qui les avait unis à nouveau après tant d'épreuves. « Elle va apporter des cadeaux ?» demanda Dawn avec le naturel désarmement de son âge. « Peut-être, » répondit Samuel en riant. « Mais le plus beau cadeau, c'est d'avoir une famille qui t'aime. » La petite hocha la tête. « J'aime tante Margaret. Elle raconte de belles histoires. » Grace ouvrit la Bible et montra à sa fille les fleurs qui marquaient les étapes de sa première année. « Regarde, voici la pâquerette du jour où tu as fait tes premiers pas. Et cette rose, c'est pour ton premier mot. » « C'était quoi, mon premier mot ?» Samuel éclata de rire. « Encore. Tu voulais encore de la compote de pommes. » Dawn rit à son tour, ravie d'apprendre qu'elle avait, dès le départ, su réclamer ce qu'elle désirait. Page après page, Grace lui montra les trésors cachés, le lupin sauvage cueilli le matin où Dawn avait gravi seule les marches du perron, la branche de laurier rose du jour où elle avait appris à se nourrir sans aide, la minuscule myosotis de celui où elle avait agité la main pour dire adieu. « Pourquoi tu mets des fleurs dans le livre, maman ?» demanda la fillette. « Parce que les fleurs sont belles, mais elles ne durent pas. Les presser, c'est garder leur beauté vivante. »
C'est comme les souvenirs, les bons moments passent vite, mais si on garde quelque chose pour s'en souvenir, il ne meurt jamais. Dawn tendit la main vers une feuille d'aspen dorée, éclatante malgré les mois. Je peux en cueillir une pour aujourd'hui. Que aimerais-tu te rappeler de cette journée? Demanda Grace. L'enfant fronça les sourcils, concentré. Papa m'a poussé très haut sur la balançoire, j'ai vu par-dessus les arbres, et puis on a trouvé une chenille. Et on est tous ensemble. Le cœur de Grace se serra devant tant de simplicité et de vérité. Alors oui, ce sont de parfaites raisons pour presser une fleur. Ils descendirent ensemble vers le pré derrière la cabane. Le soleil d'été baignait la prairie de lumière, des centaines de fleurs sauvages formaient un tapis mouvant de couleurs violet d'asté, or des pissenlits, bleu profond des campanules. Dawn choisit une astère mauve, qu'elle cueillit délicatement, comme on touche un secret. De retour sur le porche, Grace plaça la fleur entre les pages réservées aux souvenirs d'enfance, dans la section la plus récente du livre. Elle sut alors que, plus tard, leur fille comprendrait la véritable portée de ce geste. Ce livre n'était pas seulement un objet religieux ou un héritage familial, c'était un pont entre les générations, une manière de dire « nous avons vécu, aimé, perdu, et trouvé un sens à tout cela ». Quand je serai grande comme toi, j'aurai aussi des fleurs à presser, demanda Dawn. Bien sûr, répondit Grace avec douceur. Tu auras ton propre livre, tes propres fleurs, et tes propres souvenirs à garder vivants. La fillette hocha la tête gravement, déjà consciente d'appartenir à une histoire plus vaste que la sienne. 10 ans avaient passé depuis le jour où Samuel lui avait dit pour la première fois « Viens avec moi », de l'autre côté du sentier. À présent, Grace se tenait exactement au même endroit, observant leur fille de 5 ans agenouillée dans la mousse, en train de bâtir une maison de fées avec des brindilles et des fragments d'écorce. Dawn travaillait avec une concentration intense, cette même précision silencieuse qu'elle tenait de ses deux parents. Ses petites mains disposaient les éléments avec un sens inné de la symétrie et de la beauté. Grace tenait son journal sur les genoux, celui qu'elle remplissait depuis la naissance de leur fille. Entre les pages reposait un signet de cuir sculpté de motifs celtiques, l'un des derniers objets de Thomas, le grand-père de Samuel. Le cuir, patiné par le temps, semblait capter la lumière pour en faire onduler les nœuds, comme si les dessins respiraient encore. Samuel lui avait offert ce marque-page à la naissance de Dawn, mon grand-père l'utilisait pour marquer les passages importants dans les livres qui lui apprenaient à mieux comprendre le monde, avait-il expliqué. Depuis, Grace l'avait utilisé pour jalonner les pages de sa propre vie. La maison des fées a besoin d'un jardin, déclara Dawn soudain, rassemblant des feuilles mortes et de petites tiges. Les fées doivent bien manger des légumes aussi. Grace éclata de rire. Il y avait, dans la logique de son enfant, une poésie tranquille. Dawn avait grandi entre les légendes que Samuel lui contait sur les esprits des forêts et la sagesse pratique que la montagne enseignait chaque jour. Pour elle, magie et nature n'étaient pas des contraires, mais deux visages d'une même vérité, tout ce qui vit a besoin de soins, d'abri et d'amour. Elle les regarda longtemps, père et fille, unis dans la simplicité du moment. Samuel, le visage adouci par la lumière du soir, Dawn, concentré, les joues rosies par l'effort et l'air pur, et autour d'eux, la montagne, silencieuse gardienne de leur bonheur. Grace ferma son journal, le posa sur ses genoux, et leva les yeux vers le ciel. Les nuages s'effilochaient en traînées dorées, et dans le souffle du vent, elle crut entendre les murmures de ceux qui, avant eux, avaient aimé ce lieu. Elle sut alors que, dans ce monde où tout passe, certaines choses demeurent, le rire d'un enfant, la patience d'un père, et la mémoire d'une femme qui apprend, jour après jour, à presser le temps entre les pages de son cœur. Assise sur un tronc moussu qui servait souvent de banc naturel, Grace observait sa fille jouer dans la clairière, là où la forêt semblait avoir ouvert les bras pour accueillir l'imaginaire de l'enfance. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les branches, tissant des éclats d'or sur les cheveux châtains de Dawn. « Que vas-tu planter dans le jardin des fées » demanda-t-elle avec un sourire doux. « Des petites carottes, des petites fèves, et des fleurs pour la beauté. Les fées doivent aimer les fleurs encore plus que les légumes. Peut-être aussi des bailles, pour qu'elles puissent goûter à la douceur de la montagne. » Le ton grave de l'enfant la fit sourire. Ce sérieux que Dawn prenait pour ses projets rappelait à Grace celui de Samuel lorsqu'il travaillait le bois. Leur fille avait hérité de la patience de son père, de l'attention minutieuse de sa mère, et d'une imagination débordante qui transformait chaque promenade en conte vivant. Grace ouvrit son journal, à la page marquée par le vieux signet sculpté de Thomas, son grand-père. Elle relut l'entrée du matin. Aujourd'hui, Dawn m'a demandé si tous les pères sont aussi doux que le sien. Elle avait ajouté, la plume encore tremblante d'émotion.
Sa question m'a rappelé à quel point son enfance diffère de la mienne, elle grandit entourée d'une protection qui ne ressemble pas à une cage, d'un amour qui ne demande rien en retour, d'une force qui l'élève au lieu de la soumettre. Le signet, poli par les générations, reflétait un rayon de lumière. Les motifs entrelacés semblaient palpiter, comme si la sagesse de Thomas continuait d'y vivre. Il croyait que les livres étaient des êtres vivants ou des ponts entre les générations, où la connaissance se transmettait à ceux qui savaient lire avec le cœur. Grace avait pris cette croyance à son compte, son journal était devenu le fil vivant de leur histoire, un témoignage pour que sa fille, un jour, comprenne d'où venait la lumière de sa propre route. « Regarde, maman » s'écria Dawn. L'enfant lui montrait une minuscule maison bâtie de brindilles, de feuilles et de pierres claires. 3 pièces, une cheminée et même des fenêtres faites de galets translucides. Grace l'examina avec la gravité que méritait toute œuvre d'importance. « C'est magnifique. Penses-tu que les fées voudront y vivre? J'espère bien. Si elles s'y installent, elles pourront peut-être aider à protéger notre montagne de ceux qui ne savent pas en prendre soin. » Grace sentit une chaleur familière lui envahir la poitrine. Cet enfant de 6 ans portait déjà en elle un sens profond du respect pour le vivant. « Et quels sont ces gens qui ne savent pas être prudents » demanda-t-elle doucement. « Ceux qui croient qu'ils peuvent tout prendre sans demander. Ceux qui oublient que les autres êtres ont aussi leurs droits. » Les mots simples de sa fille avaient la clarté d'une vérité ancestrale. Grace sut aussitôt qu'elle les inscrirait dans son journal, la pensée d'une enfant, écho d'une sagesse que même les adultes peinaient à retenir. Elles marchèrent ensuite main dans la main sur le sentier menant au chalet. La voix de Samuel résonnait au loin. Dawn bavardait gaiement de ses projets, si les fées aimaient leur maison, elles construiraient tout un village avec un moulin miniature, un pont sur le ruisseau et peut-être même un petit jardin pour les papillons. Grace écoutait en silence, attentive. Samuel lui avait appris que l'écoute véritable exigeait de se taire à l'intérieur de soi, de faire de la place pour la voix de l'autre. Ces moments d'apparente légèreté étaient, en vérité, les pierres fondatrices de la conscience de leur fille, sa manière d'appréhender le monde, de s'y situer sans le dominer. En arrivant au chalet, elles trouvèrent Samuel penché sur son sac de toile, y rangeant provisions et outils. Il se redressa en voyant sa fille. « Alors, petit architecte, tu viens avec moi au comptoir du village? » « Oui, » répondit-elle avec enthousiasme. « Est-ce que je peux apporter mon journal pour montrer mes dessins à Pete Williams? » « Bien sûr. Pete sera ravi de voir ton travail. » Dawn se précipita à l'intérieur pour récupérer le petit carnet que son père avait fabriqué de ses mains, des pages blanches pour ses dessins et, sur chaque feuillet, une ligne simple pour ses premières phrases maladroites. Elle y consignait ses observations de la vie en montagne, ses trouvailles, ses croquis de cabanes, de graines, de fleurs. Pendant qu'elle fouillait dans la maison, Grace resta sur le perron, caressant distraitement le cuir lisse de son propre journal. Tant d'années avaient passé depuis la nuit où, épuisée et terrorisée, elle avait franchi cette même forêt pour trouver refuge. Aujourd'hui, ce lieu n'était plus un abri de fortune, c'était un sanctuaire. Elle y avait trouvé non seulement l'amour et la sécurité, mais une paix profonde, celle de savoir que sa vie servait enfin à transmettre la bonté, non la peur. Samuel sortit du chalet avec Dawn dans les bras, son rire clair se mêlant au vent. Grace les contempla longuement. L'image d'eux, marchant vers le sentier, sac sur l'épaule et carnet dans la main, lui donna l'impression de voir la continuité même de la vie, l'homme qu'elle aimait, la fille qu'ils avaient sauvée et élevée ensemble, la terre qui les nourrissait. Elle s'installa sur la marche du perron, son journal sur les genoux. L'air sentait la résine et la menthe sauvage. Au loin, un faucon décrivait des cercles lents dans le ciel. Elle trempa sa plume et commença à écrire. Dawn a construit aujourd'hui une maison pour les fées. Ses murs sont faits de mousse et d'écorce, mais son esprit, lui, est bâti de compassion. En la regardant, j'ai compris que tout ce que nous avons traversé, Samuel et moi, n'aura pas été vain. De la peur est née la douceur, de la fuite, un refuge. Et dans ce refuge grandit un enfant qui ne connaît ni la honte, ni la terreur, mais la liberté d'aimer. Elle fit une pause, observant les dernières lueurs du jour glisser sur le bois du chalet. L'ombre s'allongeait, mais le cœur de la montagne restait vibrant, habité par leurs voix, leurs rires, leurs espoirs. Grace prit le vieux signet de Thomas, le caressa du bout des doigts et le plaça entre les pages. Ce morceau de bois sculpté portait plus qu'un motif, il contenait la mémoire d'un homme qui avait cru en la transmission, en la puissance du témoignage. Chaque jour que j'écris, pensait-elle, je prolonge sa foi en la parole. Elle leva les yeux vers le sentier où Samuel et Dawn disparaissaient peu à peu, silhouettes mêlées à la lumière dorée.
Une gratitude immense la submergea, celle d'avoir survécu pour connaître cette paix, d'avoir transformé la douleur en quelque chose de fertile. Quand le silence retomba, ponctué seulement par le bruissement des feuilles, elle reprit sa plume. Il y a des jours où la vie semble chuchoter, tu es enfin arrivé là où tu devais être. Aujourd'hui en faites partie. Elle referma doucement le carnet. Le signet, posé sur la page du jour, brillait comme un fil d'or reliant le passé au présent. Dans le murmure de la forêt, Grace sentit presque la voix de Thomas lui souffler, « Continue. Ce que tu écris, un jour, guidera ceux que tu aimes. » Et tandis que la brise s'adoucissait, elle sut que l'histoire de leur famille, gravée à l'encre et à la mémoire, venait d'ajouter une nouvelle page à ce long livre de guérison.